Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Retrouvez-moi tous les premiers jeudis de chaque mois pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est Arnaud Yoalalen qui me reçoit à Montpellier pour parler de Numalis, la société qu'il a fondée en 2015, juste après la fin de ses études. Avec lui, nous parlerons de son parcours jusqu'au doctorat, de la question de la valorisation de la recherche universitaire, de sa vie de chef d'entreprise faite de succès et d'un petit peu d'embûches, et de ses nombreux métiers en un au sein de Numalis. J'espère que ce moment passé en notre compagnie vous plaira. Alors bonjour Arnaud, merci. Et bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Montpellier un samedi à 9h du matin. Désolée pour cet horaire un peu... ça passe encore, ça un va. peu matinal, oui ça va, c'est pas 6h du mat. Donc merci beaucoup de me recevoir chez toi, de m'accueillir pour parler de ton parcours d'entrepreneur et parler aussi plus particulièrement de Numalis. Donc je commence toutes mes interviews par une petite phrase rituelle. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais au collège, au lycée, là où on commence à avoir des cours d'orientation, à quoi tu te destinais ou à quoi tes professeurs ou tes parents te destinaient? Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée de métier pour toi? Alors quoi, me prédestiner Ils n'avaient pas d'idée en fait. Ils avaient pas... Il y avait beaucoup de pistes en fait. Ouais. Jusqu'à assez tard, on m'avait toujours dit que si je voulais, je pouvais partir en littéraire ou en sciences. Parce que j'étais plutôt bon élève dans les deux. Et moi, j'avais toujours été assez curieux de plein de domaines. Donc petit, je passais beaucoup de temps à expérimenter des trucs, à lire des bouquins, à m'intéresser à plein de sujets. Donc j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire jusqu'à assez tard, et mon choix par défaut c'était toujours fais ce qui t'ouvre le plus de portes, parce que tant que tu sais pas ce que tu veux faire, autant avoir le maximum de portes ouvertes quoi. Donc c'était souvent ça mon choix, donc c'est comme ça que j'ai avancé, j'allais dire, tout au long de mes études quoi. Et donc tu as choisi une filière S. Bah ouais. Voilà, parce que S, c'est ce qui ouvre le plus de portes. Exactement, S, c'est ce qui ouvre le plus de portes. Arrivé à la fac, j'ai choisi la filière généraliste MIAS, donc c'était mathématiques, informatique appliquée aux sciences, donc ça veut tout dire en fait quoi. On peut aller après autant en physique, en chhymique, en maths. Donc t'as mis de côté le littéraire. Donc quand t'es arrivé ouais, j'ai fait un choix de raison de dire le littéraire c'est passionnant, mais ça paye pas forcément, et voilà, je me disais il vaut mieux quand même avoir au cas où une compétence qu'on peut utiliser et valoriser. Ce qui ne m'empêchera pas un jour, si je veux, de retourner à faire autre chose et à refaire du littéraire si j'ai envie quoi. Okay. Donc je me suis dit on va prendre un truc où j'ai à peu près la garantie qu'il va y avoir un job derrière, et du coup sciences générales à la fac, puis informatique, parce que informatique en général il y a un job derrière. Okay, ouais. Donc voilà, je me suis orienté un peu comme ça. Ça te faisait vibrer l'informatique? Tu t'étais dit ça va être mon métier, ou en commençant la fac tu dis on verra bien, on se projette pas trop? Alors, de se dire que c'était mon métier, je sais, que ça allait être mon métier, vu que je me projetais jamais vraiment très loin, je me dis je sais pas trop. Par contre, ça a toujours été une passion depuis petit, donc je crois que j'ai eu mon premier ordi je crois que je devais avoir 9 ans, donc tout début des années 90. Donc c'était des rougnes à l'époque, comparé à ce qu'on a maintenant. Mais très tôt, je montais, je démontais, je réinstallais, et limite je vendais déjà à des amis de mes parents la compétence de monter des ordis. Je leur assemblais des ordinateurs alors que j'étais en 6e ou en 5e. Ah oui. Alors ça me faisait un peu d'argent de poche quoi, mais je pouvais leur monter un ordi, je savais faire quoi. Après c'est pas très dur, on branche les câbles et c'est parti quoi. Après tu leur as suggéré des sélections de cartes graphiques ou je sais pas. Carte graphique à l'époque ça existait presque pas, mais... Tu vois ma nullité, mon mari va se piquer de moi, il va faire shame on you. On avait des cartes additionnelles 3D pour faire du rendu de jeux vidéo, mais c'était pas ce qui les intéressait, donc...
Mais ouais, je connaissais un tout petit peu le milieu. Donc ouais, je pouvais vaguement donner des conseils. C'était très amateur, hein, mais enfin voilà, donc c'était une vieille passion qui m'a toujours suivi parce que j'ai toujours eu des ordinateurs. Et donc je me suis dit, bah oui, vu que je les manipule bien, que je m'amuse bien avec. Et donc à la maison, tes parents, ils étaient quand même sensibilisés, je sais pas si on peut dire ça, mais eux déjà étaient assez modernes pour avoir un ordinateur. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu de notre génération, qui ont vécu pendant très longtemps sans matériel informatique à la maison. Oui, c'est vrai que à cette époque-là, dans les années 90, ça coûtait très cher encore. Et en fait, ça venait pas de mes parents, ça venait de mon plus grand frère. J'ai 2 grands frères en fait, moi je suis le dernier de la fratrie. Donc on a 9 ans d'écart. Donc lui, du coup, il avait déjà 18 ans, 20 ans quand les ordinateurs commençaient à arriver. Et c'est lui qui avait ramené, grâce au réseau familial, bref, l'oncle du cousin du bidule, qui avait ramené le premier ordinateur à la maison. Et c'est comme ça que, j'allais dire, le truc a pris à la maison. Après, mon père a dû en avoir un parce que, en tant que médecin, il a été obligé de s'équiper puisqu'il fallait télédéclarer au bout d'un moment. Enfin bref, il y a eu tout un micmac comme ça, mais c'était pas forcément la passion de mes parents. D'accord, ok. C'est par utilité professionnelle, on va dire, que c'est arrivé. Exactement. Donc, premier job, on va dire, de jeunesse, montage d'ordinateur. T'as fait d'autres choses pendant ta période collège-lycée en termes de petits jobs comme ça Qu'est-ce que j'ai fait ? On avait monté avec un ami un trafic de CD-ROM gravés quand on était petit, parce que pareil, les graveurs c'était super rare et lui, dans sa famille, il avait réussi à en acheter un. Et du coup, quoi ? C'était de la musique. D'accord, la musique, ouais. Du coup, on copiait des CD-ROM et à la cour de récré, les gens, on pouvait du coup se les échanger. Il y avait des titres qui s'arrachaient plus que d'autres ou... Aucun souvenir. Je te jure, là, c'est tellement loin. Mais non, ouais, c'était des... c'est pas des petits jobs, mais donc c'était des petits trucs qu'on faisait. Pour se rapporter un petit peu. Ouais, ça permettait d'acheter des pétards et des bonbons et de s'amuser. C'est à peu près ça, quoi. Ok, donc tu quittes le lycée, tu as ton bac, tu rentres à la fac, les sciences et l'informatique, et donc licence. Ouais, alors DUG puis licence, à l'époque c'était encore le DUG, mais ouais, c'est ça. DUG plus licence, et puis ensuite master. Master, ouais, informatique toujours. D'accord. Mais orienté recherche. Parce que là, en fait, j'ai commencé à me dire que c'est là où en fait j'ai retrouvé presque mes amours du littéraire. Parce que dans la recherche, on est quand même plus dans la créativité, pas dans l'émotion, mais quand même dans l'intuition. C'est pas juste appliquer une formule, quoi. Et donc je me sentais plus à l'aise dans la recherche que juste dans la production. Et surtout, les parcours recherche étaient plus longs, donc ça me laissait plus de temps encore pour décider. Mais c'est un master, tu l'as fait, c'était en 1 an, en 2 ans Alors, moi, ouais, comme d'habitude, c'est toujours... j'ai pris mon temps. C'est bien aussi donc, de prendre son temps. J'ai fait d'abord un master en informatique, en recherche. Donc là, je me suis pas mal éclaté à faire ça. C'était quoi ton sujet de recherche ? Alors, j'étais... moi, je pars dans tous les sens. Donc, mais c'est bien, c'est la créativité. Ouais. Normalement, on est censé faire... on peut faire 1 ou 2 parcours. Et moi, je crois que j'avais réussi à en caler 3. Du coup, je faisais... algorithmique, donc vraiment tout ce qui est vraiment le coder des algorithmes, les concevoir, les vérifier qu'ils vont passer sur des ordinateurs, réseau, tout ce qui est architecture, et IA. D'accord. Donc je partais un peu dans tous les sens comme d'habitude. Après il y a un fil rouge, c'est cohérent ensemble, on va dire. Ah oui, ça se mariait bien ensemble, mais voilà, donc j'ai fait ces trois parcours un peu en simultané. À l'issue, je voulais faire une thèse. D'accord. Et là, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait bananer, comme on dit. J'ai pas eu le sujet que je voulais. Le deuxième sujet, je l'ai pas eu non plus. C'était quoi le sujet que tu voulais ? Alors, c'était un truc sur de la programmation par contrainte. D'accord. En gros, comment t'expliquer simplement au lieu de résoudre un problème en calculant à l'intérieur du problème la solution, tu le décris par l'extérieur en disant là où le problème ne peut pas aller.
Ok. Et donc du coup à la fin t'as plus qu'un petit restreint de, tu vois, de solutions et ta solution tu sais qu'elle est là, quoi. Ça je l'ai pas eu, ça m'a beaucoup frustré, donc j'ai essayé d'en avoir une deuxième. Bref, j'ai joué de malchance, il y a genre le sujet que je devais avoir, il y a un Parisien qui sortait de Polytechnique qui me l'a pris en gros, qui était prioritaire et qui a dit je passe devant tout le monde et je prends le sujet. Parce que toi, tu as fait tes études, donc toutes tes études à Montpellier. Ouais. Voilà, ok. C'est ça. Donc du coup j'ai dit ok, si j'ai pas la thèse que je veux, je vais continuer mes études, c'est pas grave. Et vu que j'aimais beaucoup les maths et que j'avais été partagé entre partir en maths ou partir en info, je me dis je vais repartir en maths. Et donc je suis allé un peu au culot voir le directeur du M1 de maths à Montpellier. Et je lui dis je viens de finir un M2 informatique, moi j'adore les maths, je veux mêler les deux, donc est-ce que vous me prenez en M1 ? Et donc j'étais en retard parce que c'était en octobre, donc les cours avaient déjà démarré. Et puis il a trouvé la démarche intéressante, il a dit je te laisse ta chance. Du coup je me suis inscrit et j'ai refait un master en fait. Et donc voilà, et à l'issue de ce second master, là après j'ai eu une thèse qui m'intéressait. J'ai lu dans une de tes interviews que tu disais, alors c'est une interview sur les métiers des docteurs en mathématiques, où tu disais qu'en fait quand on se lance dans une thèse, on ne sait pas ce qu'on fait là. On sait pas où est-ce qu'on va arriver. Et puis en fait on ne l'apprend que des années plus tard. C'est toujours tu l'analyses toujours comme ça Ouais c'est assez vrai hein. Je trouve au début on sait pas trop ce qu'on va faire dedans. La première année on fait quasiment que de la biblio, on essaye de comprendre le sujet qu'on nous demande de défricher, puisque c'est vraiment toi ça. Qui as choisi le sujet ou c'est ton directeur de thèse non, il était proposé. Aidé. Il était proposé, d'accord. C'est dans une liste et tu choisis celui qui te... Alors en fait j'avais fait un stage de M2 avec ce directeur là justement, qui était un peu, j'allais dire, le préambule de cette thèse. C'était sa manière aussi de voir si le candidat pouvait être j'allais dire suffisant pour le sujet. Et suffisant en termes de capacité ou aussi en termes d'intérêt, parce que je pense que tu peux pas travailler les deux années. Enfin, je pense qu'il y a les trois, c'est qu'il y a aussi est-ce qu'il y a un fit personnel. Je veux dire pendant 3 ans on va être sous la tutelle d'un directeur de thèse, si on s'entend pas avec lui ça va pas le faire hein. Donc il faut vérifier que les personnes ont la capacité, l'intérêt et le chat s'amuse, le chat fait des bêtises. Donc ce sujet-là, c'était un des rares où justement il fallait avoir la double compétence maths et info. Et donc c'est là où du coup ça a fité assez vite, puisque là je me disais c'est bien, je valorise les deux parcours que j'ai fait. Donc j'ai toutes mes chances déjà d'avoir ce sujet-là. Parce que des gens qui s'amusent à faire 2 masters, il n'y en a pas beaucoup. Même ceux de Polytechnique, ils y pensent pas. Donc du coup, j'ai mes chances, quoi. Ok. Donc, et ton sujet, alors, ça portait sur quoi ? Alors, j'ai screenshoté le nom de ta thèse. J'ai lu que l'intro, je suis désolée. Parce que j'ai pas compris tous les mots. C'est normal, c'est une thèse, c'est pas fait alors, pour être transformation de programme synchrone pour l'optimisation de la précision numérique. Tout à fait. Et en gros, quand j'ai lu ce titre-là et le résumé, c'est Numalis en fait, c'est les prémices. C'est les prémices de Numalis, exactement. Ouais. Alors, pour vous le faire en très rapide... Donc les ordinateurs ça calcule pas très bien en fait, c'est une croyance qu'on a que c'est des très bonnes machines à calculer, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des erreurs d'arrondi en fait dans les ordinateurs, et ces petites erreurs d'arrondi c'est des petites boules de neige qui peuvent s'accumuler et qui peuvent faire des grosses avalanches qui causent des catastrophes comme l'explosion d'Ariane 5 ou une plateforme pétrolière en 91 qui s'est effondrée à cause de ça. D'accord. Donc, il y a un champ de recherche qui concerne justement est-ce qu'on peut réécrire automatiquement les programmes pour qu'ils fassent moins d'erreurs d'arrondi, pour les rendre plus sûrs. Et donc ça, c'était mon sujet de thèse s'inscrit là-dedans, c'est savoir est-ce qu'on peut faire des méthodes automatisées à base de méthodes formelles pour corriger ça en fait, pour essayer ou du moins de le pallier au maximum. Et ça t'a pris 3 ans, vous avez travaillé 3 ans tout dessus. À fait, et donc, tu as monté, je sais que pour présenter ta thèse, tu as monté un programme qui présentait les résultats ? Alors, il y avait un logiciel qui faisait une démonstration qui s'appelait Sardana. Sardana, voilà. Qui faisait une démonstration qui pouvait prendre du coup un programme synchrone. Alors, c'est juste un programme un peu particulier qui est utilisé beaucoup dans l'aéronautique. D'accord. Et en gros, on prenait un programme synchrone et on recrachait un programme synchrone optimisé.
C'était juste un démonstrateur et on montrait que, voilà, avant, après, hein, on lave plus blanc que blanc, il y a moins d'erreurs d'arrondi. D'accord. C'était juste ça, quoi. Ok. Et donc tout ça t'a pris 3 ans, ta thèse. Tout à donc fait. Tu l'as soutenue alors en 2012 12, ouais. ça De 2009 à 2012. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait après, quand on finit, déjà, on est très content. Alors, ouais, c'est très bizarre. Hein. On a l'impression d'avoir atteint un point où, ouais, c'est ça. Après, on sait plus trop ce qu'on peut faire, en fait. J'ai assisté hier à un jury de thèse de ma meilleure amie. Elle a mis 8 ans pour faire sa thèse en sciences politiques. C'était vraiment tu sentais toute la tension et puis l'accomplissement au bout de 8 ans. Non, il y a un rituel un peu quand même hein, dedans. Enfin, c'est assez solennel. Hein. C'est pareil, tu passes, parce que là ça a duré 3 heures, toi aussi ça a duré autant de temps, où tu t'expliques toute ta thèse, ils te posent des questions, enfin t'as des rapporteurs, des machins. Tout à fait. Ouais, t'as un président de jury, t'as deux rapporteurs, des examinateurs. Je crois, alors, de souvenir, la présentation c'est 45 minutes. Ouais. Donc il faut réussir à ramener 3 ans de travaux en 45 minutes, c'est un exercice. Alors ça paraît très long 45 minutes, mais en fait c'est très court aussi quand on doit résumer autant de travail. Et après il y avait au moins 1 heure de questions, où voilà, là il faut être punchy. Quoi. Et il y avait du public, il y avait plein de gens, alors des amis de la famille, mais aussi d'autres étudiants qui étaient présents. Et pour la première fois, j'ai dû porter un costard aussi, parce que mes parents m'ont dit tu ne présenteras pas ta thèse avec un treillis et ensuite ta capuche, quoi. Ça aurait pu être original. Donc, non. Ah non, il a fallu porter un costard, donc il a fallu en choper un qui soit à peu près à ma taille. Un truc que je connaissais pas du tout. T'en as pas acheté un spécifiquement pour l'occasion? Ah bah si, on l'a acheté. Ouais. D'accord. Mais c'était la première fois que je possédais un costard, quoi, très clairement. Tu l'as toujours ou tu l'as... Je l'ai toujours. C'est bien, ouais, c'est symbolique. C'est ça. Le symbole de l'accomplissement. Exactement. Ok, et donc, et le lendemain, j'ai fini, t'as passé ta thèse, etc. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on se tourne? Eh ben on prend des vacances, déjà. J'ai pris 15 jours de vacances où je suis allé me mettre au vert en Ariège, chez un pote qui refaisait sa baraque et qui avait besoin de bras pour casser des murs et vider des gravats. Et c'était très bien, c'était parfait. Pour relâcher c'est ça, le cérébral, on le met dans le sac et puis on va aller défoncer des murs, c'est parfait. D'accord. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu un break. Après j'étais en ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc en gros c'est prof CDD, on va dire, à la fac, hein. C'est intermittent de l'enseignement. Pendant toute ta thèse, t'as fait ça Alors non, pendant la thèse j'étais moniteur, donc j'enseignais aussi, mais j'avais que 64 heures de charge d'enseignement. Un ATE par an, Par an. Donc c'est très peu. Hein, un ATER, par contre, c'est un temps plein comme un professeur, donc c'est 192 heures de souvenirs. Ok. Et donc donc j'avais cette charge quand même d'ATER à finir, donc de 2012 à 2013. Ok. Et donc ça m'a permis d'avoir au moins de quoi manger pendant ce temps-là, en me posant des questions. Thèse, ou hormis ton travail, t'avais des financements? Non, en sciences, t'es obligé d'avoir un financement. D'accord, ok. Donc, contrairement en sciences politiques où justement, c'est pour ça que ça prend 8 ans, parce que les gens doivent travailler à côté. C'est exactement ça. Nous, on est à plein temps, on est rémunéré. Et du coup, on peut vraiment s'investir totalement dans le projet. Sur la thèse. Pour le finir en 3 ans, parce que le financement, au bout de 3 ans, il s'arrête par contre. Ah oui. Ah oui, c'est une enveloppe, c'est un projet, quoi. D'accord. Mon maître de thèse avait trouvé un financement pour une thèse, donc 3 ans, avec un salaire derrière. Et si ma thèse n'était pas finie à ce moment-là, j'avais plus d'argent quand même. T'avais plus d'argent, mais t'aurais pu continuer c'est mais sans financement. C'est le rôle de l'ATER justement. Okay. C'est que moi, il me fallait 2 mois de plus pour finir. Et donc du coup, parce que il manquait un tout petit peu là, donc j'ai soutenu en décembre et non pas en septembre, octobre. Donc il me fallait 2-3 mois en plus, donc on s'est dit ok, prends une charge d'ATER, comme ça t'es encore financé et juste t'auras plus de cours par contre à donner à ce moment-là, quoi. D'accord. Et t'as donné des cours de quoi? J'ai vu, alors il y a une liste Python. La compile, j'ai enseigné l'assembleur. Oui, il y a le chat qui a enseigné aussi. Il a aussi des choses à dire. Voilà. J'ai enseigné la PrograWeb aussi. J'ai fait plein de choses. Hein. J'avoue, j'en garde un souvenir assez confus.
C'était une bonne expérience ? Par contre, ouais, j'ai beaucoup aimé l'acte d'enseigner. Je trouve ça vraiment gratifiant de voir des étudiants qui ne comprenaient pas un truc, qui d'un coup le comprennent parce qu'on leur a suffisamment expliqué de manière compréhensible. Donc ça, je trouve ça génial. Ça, c'est un truc vraiment, c'est ultra gratifiant. Après, le système d'attribution des cours, tout ça, bon, c'est un micmac. Voilà, c'est l'université. Un peu compliqué. C'est toujours compliqué. Mais non, j'en garde un très bon souvenir sur le principe. Après, ce que j'ai enseigné, c'était pas forcément des passions pour moi, mais le fait d'être avec des étudiants et de leur apprendre des choses, ça, j'ai trouvé ça génial. Donc là, on est en Ariège, on casse des murs. On casse des murs et on vide des gravats, ça fait du bien. On boit des coups, voilà. Et on va dire, il y avait 2 chemins qui pouvaient s'offrir. C'était, à l'époque, les 2 chemins que je voyais, c'était soit je reste en France et j'essaye de trouver un poste d'ATER comme ça, ou de postdoc pendant quelques années, le temps de trouver un vrai poste. Soit je me barre à l'étranger, soit pour aller faire du postdoc, soit pour aller faire autre chose. Parce que j'avais l'intuition quand même que les profils universitaires français assez, avec plein de diplômes, c'était plutôt bien vu à l'étranger, contrairement en France. Donc je me dis peut-être que là-bas, il y aura du grain à moudre pour moi. Et il se trouve que en fait, pendant mon ATER, donc on était à une conférence avec mon directeur de thèse, mon ancien directeur de thèse à ce moment-là. Et on s'est fait une soirée où on a un peu picolé quand même. Tout commence par la picole, j'ai l'impression. On s'est fait, on était à la conférence, on va au bar, ensuite on se fait un resto, on se prend une bonne bouteille. C'était le bon temps. Et ouais, c'est ça existait encore, on avait le droit de sortir. Bientôt. Et vraiment, on discute à bâton rompu de ce que je pourrais faire. Parce que lui, il me dit, moi, je peux te faire du réseau aux États-Unis. Je connais plein de chercheurs là-bas qui cherchent des postdocs. Si tu veux aller, je sais pas, au MIT, machin. Enfin bon, on commence à parler de tout ça. Ah, le MIT, c'est... Ouais, enfin, c'était un ancien du CEA, donc il avait quand même bien baroudé. D'accord, ouais. Il avait un bon réseau. Enfin, il a toujours, pardon. Et l'idée, quand même, c'était que moi, j'avais quand même travaillé 3 ans sur ce projet-là, sur ça. J'avais fait Sardana. Et ce que je comprenais très clairement, c'est que ça allait prendre la poussière, quoi. Ouais. Et ça me plaisait pas trop, en fait. Je trouvais que j'avais mis 3 ans à accoucher d'un truc, et derrière, finalement, ça servait juste à dire bravo, vous êtes docteur, quoi. Puis qui peut s'appliquer dans tellement de domaines, la correction. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Surtout qu'on avait discuté avec des industriels, on leur avait fait des démos, ils nous avaient dit ouais, franchement, ça pourrait servir dans les process industriels qu'on a, ça mériterait d'être exploré. Donc on se disait, mais c'est dommage parce qu'on a un truc. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. On ne peut rien en faire à part le laisser dormir sur une étagère ou bien trouver un deuxième docteur qui pourrait faire un truc en plus sur ça. Mais fondamentalement, ça l'industrialisera pas. Ça sera juste de la recherche en plus. Alors je dis pas que c'est inutile, hein, mais à un moment donné, pour mettre quelque chose sur le bureau d'un ingénieur chez Thales ou chez Airbus, il faut des vrais ingénieurs industriels. Il faut pas des chercheurs, quoi, parce que c'est pas la même chose, quoi. Et donc, dans la discussion animée, sort l'idée, mais comment on peut valoriser ça et si on montait une boîte ? Si on valorisait ça au sein d'une start-up, je sais pas comment, on essaye de la monter, de vendre le truc à Thales, Airbus, Safran, j'en sais rien, l'aéronautique, parce que c'était eux qui étaient intéressés. Vous aviez déjà donc des touches avec ces industries. Ouais, parce qu'on leur avait fait la démo du truc. À mon jury, il y avait une personne de chez Airbus qui avait assisté. Enfin, il y avait des liens déjà un peu un potentiel préexistants. Donc on se disait, en plus qui nous disaient que ça les intéressait. Donc on se disait, il y a peut-être un truc à faire là, quoi. Et donc c'est né comme ça. C'est né de ce repas où on a dit, explorons la piste. Donc ça, c'était en février 2013. Donc juste après l'Ariège, tu vois. Juste après la tête. Et donc, à partir de là, on commence à se rapprocher des cellules de valorisation de l'université
qui nous réorientent très vite vers des incubateurs, des pépinières et qui commencent à nous soutenir. Ça veut dire qu'il y a des bureaux au sein des universités qui peuvent aider à créer des entreprises ? Alors, eux, leur job initial, c'est de la valorisation. Ouais. Donc, c'est-à-dire quand, je sais pas, un labo a déposé un brevet, s'il y a un industriel intéressé par ce brevet, ça serait d'établir le contrat de licence qui permettrait à cet industriel d'acheter une licence à l'université, de la rémunérer pour utiliser un brevet. Parce que Sardana, c'était à toi ou à l'université ? Alors, Sardana, c'est du code que j'ai écrit quand j'étais salarié de l'université, donc ça appartient à l'université. Donc Sardana, moi, j'ai pas de droit dessus à part du droit d'auteur. Ça, on peut pas me l'enlever. Moi, j'ai publié des algorithmes, j'ai publié ma thèse, voilà, j'ai fait des papiers. Donc ça, c'est public. Tout le monde a le droit de le lire et de l'utiliser, quoi. Juste Sardana, le code source, ça appartient à l'université. Donc, bon, on a commencé à être accompagné comme ça par des structures, incubateurs, pépinières, cellules de valorisation. Et donc, toute la fin de mon contrat, jusqu'à fin de 2013, on mature l'idée. Et on commence à rentrer dans la pépinière, mais sans structure juridique. On est juste des porteurs de projets. Ok. Donc voilà, on fait ça sur notre temps libre, les week-ends, le soir, on commence à réfléchir. Mais concrètement, en fait, on fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne code pas, on ne crée pas de nouvelles propriétés intellectuelles, parce qu'on est tous en poste encore. Donc on se dit, c'est pas le moment, il faut surtout pas faire ça. Parce que sinon, il va falloir négocier avec tout le monde les droits de propriété. Bref, on va juste réfléchir au projet, le structurer, on va faire du PowerPoint en gros. On prépare intellectuellement ce qu'on va mettre en œuvre par la suite. Quel marché on veut adresser, tout ça, à la limite, c'est bon, on peut le faire, mais surtout, on ne crée pas de propriété intellectuelle. Ok. Et donc fin 2013, mon contrat se termine, et donc là, je me mets au chômage, dans l'intervalle, j'avais convaincu un ami à moi de faire pareil, en gros, qui lui venait de l'industrie. Donc mets-toi au chômage, et tous les deux, on commence à bosser à plein temps au chômage sur le projet. Un bon pote. Ouais, il devait vachement croire à... Il voulait se barrer aussi de sa boîte, donc ça tombait bien. Il avait envie de changement, donc ça lui allait bien aussi. Et donc du coup, on se met au chômage et on profite des 2 ans de chômage pour monter le projet, bosser au taquet, sortir le premier prototype. From scratch, justement, pas from Sardana, parce que sinon il aurait fallu négocier avec l'université. On en profite pour poser un brevet avec mon ancien directeur de thèse, donc il y a aussi l'université qui était associée à ce brevet. Donc on a quand même été faire, on savait qu'il fallait que ça soit simple pour nous de ne pas avoir de propriété intellectuelle de l'université, mais tout de suite quand on a créé le brevet, on a fait en sorte que l'université soit aussi copropriétaire parce que ça venait de chez eux quand même, donc il fallait aussi les rémunérer quelque part, quoi. Donc c'était en très bonne entente qu'on avait conçu ce système-là. On avait négocié qu'on pouvait racheter le brevet, comme ça l'université repartirait aussi avec un bénéfice financier sur cette affaire-là. Donc on avait vraiment essayé de ménager tout le monde tout en préservant à Numalis la possibilité de posséder sa propriété intellectuelle et de vraiment construire le socle de Numalis sur ça. D'accord, donc là tu rentres quand même dans le dur parce que quand on commence à déposer des brevets, ça doit être une paperasse, c'est une paperasse... Alors oui et non, parce qu'en fait il y a des cabinets de propriété intellectuelle. Oui, voilà. Ils sont payés pour faire ça. De la paperasse, exactement. Donc voilà, en fait on apprend qu'il faut travailler avec des partenaires, des partenaires experts. On apprend à les sélectionner et à travailler avec eux, et on avance comme ça, quoi. Et c'est ta pépinière qui t'aide et qui te dirige vers, alors si tu as un brevet à déposer, on te propose plusieurs cabinets, si tu as besoin d'un avocat, parce que pour créer une structure juridique pour ton entreprise, vaut mieux avoir un avocat qui est spécialisé là-dedans, un expert comptable. Donc en fait, tu déposes les brevets avant même de créer la structure Numalis ? Ouais. D'accord. Ouais, en fait, l'accompagnement qu'on a eu, en fait, c'est vraiment de la formation. C'est-à-dire que quand on sort de thèse, pour parler franchement, on n'a jamais travaillé, puisqu'on a eu une fiche de paye quand on a été en thèse, mais sauf qu'on n'a jamais été en entreprise. Moi, j'ai jamais passé un entretien d'embauche, par exemple.
Donc quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, où on est censé devenir un industriel alors qu'on n'a jamais passé un entretien d'embauche, on n'a jamais travaillé en entreprise, autant vous dire qu'il manque des notions. Quoi. Il manque quelques petits trucs pour comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a des briques qui manquent là. Donc, ces structures d'accompagnement, et alors là typiquement c'était surtout l'incubateur, Languedoc-Roussillon Incubation, leur job numéro 1 c'était nous former, quoi. C'était nous donner les bonnes questions qu'il faut qu'on se pose et nous mettre les bonnes personnes entre les pattes pour nous faire progresser, parce que sinon on va au carton. On part avec des idées totalement préconçues des choses. Enfin, on part la fleur au fusil, mais voilà, si on nous raconte pas un peu ce qui va se passer après, on va au carnage, quoi. C'était quoi tes idées préconçues sur l'entreprise? Moi je connaissais rien aux finances, comment on structure la trésorerie, enfin je connaissais rien au RH, quoi, le management, enfin moi je me faisais une idée du management, si on est tous potes ça se passe bien, quoi. Voilà. Bon. Oui. Alors la réalité après peut-être. Mais ouais, non mais voilà, j'avais beau être âgé parce que j'avais fait quand même de très longues études, je connaissais pas ce que c'était que la vie réelle de l'entreprise, quoi. Moi j'étais dans ma bulle à l'université, quoi. C'est quand même une bulle très particulière, hein. Ouais. Où les choses sont très orientées, j'allais dire, démocratiquement, tout se négocie. On n'est pas du tout dans la verticale du pouvoir qu'il peut y avoir dans une entreprise, quoi. Okay. Donc moi j'arrivais avec une vision des choses qui était encore assez universitaire, et qui comprend pas du tout le monde marchand, d'ailleurs. Dans l'université, vendre, c'est presque péché, quoi. C'est le côté obscur, quoi. Le côté obscur. Non mais, et d'ailleurs je l'ai ressenti très nettement quand je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'étais plus du tout considéré comme un chercheur. C'est-à-dire que j'avais beau avoir un doctorat, non, on me disait, ouais, non, mais toi, maintenant, t'es passé de l'autre côté, tu vois. Oui, d'accord. T'es passé du côté obscur de la force, maintenant, t'es là pour faire de l'argent, t'es plus là pour faire de la science pure, tu fais faire plus grandir vraiment... la connaissance du monde et de l'humanité. C'est ça, ta recherche dans ton entreprise, c'est pas vraiment de la recherche, tu vois, c'est de la recherche pour faire de l'argent. Bon, d'accord, les gars, c'est très élitiste quand même, comme... Alors, je sais pas si le terme élitiste, c'est peut-être pas le bon, mais c'est assez très, fermé, c'est cloisonné. C'est-à-dire que pour beaucoup de chercheurs, faire de la recherche, c'est un espèce de sacerdoce où il ne faut pas gagner d'argent presque, quoi. Il faut que ça soit pour le bien de l'humanité, il ne faut pas que ce soit pour un bien marchand. Alors je peux comprendre cette position-là. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter tout, quoi. C'est valoriser de la recherche pour qu'elle soit dans le monde réel, dans l'industrie, c'est aussi utile à l'humanité, quoi. Mais voilà, faut peut-être pas être condescendant. Oui, voilà, condescendant, c'est ça, c'est le terme. Mais enfin bon, voilà, donc passer du côté obscur. Ça a des conséquences. Donc du coup, tu es dans ton incubateur, tu as conscience que tu vas devenir un patron? On en a conscience, le mot est lancé. Petit à petit. Ouais, c'est un peu un gros mot en France, patron. Je pense que on le devient, le mot patron, quand on commence à prendre vraiment ses premières baffes. Quand on prend vraiment, c'est parce qu'avant, en fait, on est dans une toute petite équipe. En général, c'est des potes. Donc, certes, on a un rôle un peu décisionnel de temps en temps, mais globalement, on est entre potes et ça se passe naturellement, quoi. Il n'y a pas de relation encore hiérarchique. Par contre, quand on voit les premières grosses alertes, quand la boîte est vraiment en danger, quand vraiment là il faut faire des choix difficiles parfois, c'est là où on comprend la charge en fait qu'on est censé assumer. Et c'est là où d'un coup le mindset évolue petit à petit et on se rend compte que ouais, moi je dois faire ça, les autres non. Ouais, c'est à toi que revient c'est à moi que revient des fois la difficile charge de faire des choses que personne ne veut faire. Et c'est en fait c'est mon job, c'est pas juste comme ça, c'est écrit dans le job, quoi. Donc c'est quand on vit ces moments-là qu'on commence à voir un petit peu la distinction entre celui qui est le responsable de la boîte, quoi, et ceux qui juste travaillent dans cette boîte.
D'accord. Et on voit les différences entre les fondateurs et les employés d'ailleurs. Oui, voilà, justement, les fondateurs, comment? Alors, vous êtes dans cet incubateur, vous travaillez tous les trois, donc ton ancien directeur de thèse? Alors, lui, il reste en poste. Il reste en poste, à d'accord. l'université. Par contre, il a un concours scientifique, ça s'appelle. Donc, il a une espèce de petite décharge qui l'autorise déjà à prendre une participation financière dans la boîte, donc d'être actionnaire, et d'avoir une partie de son temps qu'il peut dédier pour aider la boîte en tant que conseiller scientifique. Donc voilà, lui, il a son maintien de salaire à l'université, mais il peut quand même participer un peu à l'aventure, mais il n'est pas opérationnel dans la boîte. Okay. Il n'est pas tous les matins devant le poste. À 8h30. Ouais, non, mais c'est ça. Il n'est pas opérationnel dans les rendez-vous clients, il n'est pas présent dans tous ces endroits-là. Par contre, on fait des réunions avec lui pour qu'il nous fasse progresser. Mais voilà, il n'est pas au feu, quoi. Il n'est pas en première ligne. Voilà. Donc avec lui, j'imagine que la répartition des rôles se fait assez facilement. Et avec ton ami Nicolas, avec lui, la répartition des rôles se fait facilement. Oui, la répartition, c'est assez facile. C'est que moi, je suis plutôt une personne, on va dire, avenante, qui va vers l'extérieur et qui est à l'aise avec du public. D'accord, c'est ce type de répartition. Voilà. D'accord. Donc, lui, c'est un ingénieur, il adore la programmation, il fait ça très bien, il adore structurer des programmes de développement, donc aucun souci là-dessus. Il est bien dans sa grotte, quoi. Donc, je dirais pas grotte, mais en tout cas, il est bien dans cet univers-là. Parler en public, aller faire des pitchs devant des investisseurs ou dans des concours. C'est un métier aussi, hein. Ouais, mais c'est ça. C'est pas son truc. Donc lui, il préfère rester au bureau, travailler, faire son dev, encadrer les autres devs, et voilà. Donc il prend la partie technique, et moi je prends en gros tout le reste. C'est-à-dire que je prends la partie gestion de la boîte, la partie R&D, la partie commerciale, la partie relations presse, relations publiques, écosystème, partenaires. Enfin, je prends en gros l'extérieur, le cœur par contre, de vraiment la propriété intellectuelle de Numalis, donc les logiciels. Ça, c'est son précaré à lui, quoi. D'accord. Donc toi, tu es le couteau suisse de Numalis. Alors, c'est le rôle de tous les patrons qui démarrent, en fait. Hein. Ouais. C'est qu'au début, de toute façon, tous les rôles doivent être assumés, puisqu'on ne peut pas ne pas les assumer. Et vu que de toute façon, on n'est que 1 ou 2 ou 3, à un moment donné, forcément, il y a plusieurs casquettes qui s'empilent, quoi. Donc oui, c'est normal. Donc là, vous commencez, vous êtes 3, vous fondez Numalis en 2015. 2015, ouais. 2015, donc vous choisissez votre forme juridique, tout ça, exactement. Etc. Et 2015, c'est le grand lancement. Vous êtes 3. Oui et non. Parce que, comme d'habitude, on est malin. Ce qu'on avait fait, c'est qu'il y a une structure qui s'appelle une SATT, une Société d'accélération du transfert technologique. D'accord. Qui est qui est une société privée, mais dont tous les actionnaires sont publics, et ce sont les universités en fait qui sont les actionnaires. Donc c'est une cellule de valorisation sous stéroïdes, si tu veux. C'est parce que eux, ils ont reçu des dizaines de millions du gouvernement pour faire de la valorisation de la recherche. Ok. Donc c'est vraiment leur dada, sauf que c'est sur une approche purement marchande, hein, puisque clairement, c'est une société privée, ils doivent faire du bénéfice, quoi. À un moment donné, s'ils veulent que ça marche, il faut que ça soit à l'équilibre. Donc, on est allé les voir, ces gens-là, et on les a convaincus que notre projet, c'était éligible un petit peu aussi à leur programme qui s'appelait de maturation. Et donc, on leur avait, en échange à ce qui rentre au capital, on leur a fait faire mettre 2 ingénieurs payés de leur côté dans Numalis, en échange de quoi ils avaient le droit de monter au capital. Donc avant même la création, en fait, on avait dealé ça. Donc on avait 2 ingénieurs qui bossaient à plein temps dans nos locaux, dans nos bureaux de coworking, c'était même pas des locaux, dans le coworking, et qui bossaient pour nous déjà. Donc on avait ce petit avantage-là d'avoir entre guillemets des employés, mais sauf que c'est pas nous qui les payons, quoi. Voilà. C'est pas difficile avant même de créer sa société, c'est un besoin, j'entends, mais de donner des bouts de sa société déjà pour qu'elle avance. Enfin, ça te fait pas un petit ça fait partie du jeu. Du jeu, ouais, c'est ça. C'est que nous, on avait cassé notre tirelire, donc on avait pu mettre que ce qu'on avait pu, quoi. Oui. Donc, on avait tout mis, hein. D'ailleurs, c'était pour beaucoup, c'était loin d'être ridicule comme volume de capital, quoi. On avait quand même réussi à réunir 70 000 euros. Ouais, c'est vrai. Donc
c'est pas mal, ça permet de démarrer. Ah bah oui. Moi, c'est vrai que les boîtes qui se lancent et qui ont 10 000 euros de capital ou 5 000 euros de capital, je leur dis, vous allez au-devant de difficultés, quoi. Donc nous, on avait la chance quand même d'avoir pu démarrer avec ça. Après, c'est vos économies perso. Ouais, c'est ça. Voilà. On a cassé la tirelire. C'est exactement ça. Donc, on avait ça pour démarrer, mais c'est vrai que pour payer 2 employés avant même la création, ça marchait pas. Et on sentait que de toute façon, il nous fallait une accélération. Il nous fallait plus de monde à bord parce que ce qu'on voulait faire, c'était quand même assez ambitieux. Et ça allait pas sortir de terre comme ça, quoi. Ce serait pas à 1 ou 2 comme ça que ça marcherait. Donc, après, ça a été une négociation pied à pied. Voilà, il faut pas trop lâcher au début, mais en même temps, c'est vrai que c'est un boost non négligeable. Voilà, il faut le faire bien, il faut s'entourer d'un bon avocat. Voilà, on y revient, tu vois, l'accompagnement et la formation. Donc, voilà, là, j'ai commencé à travailler avec un avocat qui était je le dis souvent quand même un bon pitbull, quoi, qui sait se battre, quoi, qui sait nous défendre. Et avec ça, on a réussi à avoir ce deal qui, moi, je pense, était équilibré. Ok, ils sont toujours dans Numalis ? Ils sont toujours actionnaires. Ok, tout à fait. D'accord. Et donc, Numalis ouvre ses portes. Au début, j'imagine que c'est de la recherche et du développement. Alors, non. non, parce que si on fait que ça, en gros, on fait un tunnel de développement et 4 ans plus tard, on se rend compte que ce qu'on a développé, ça ne correspond pas aux besoins. Ok. Donc, il y a une part de développement, oui. Par contre, il faut tout de suite aller se confronter à la réalité du marché. Et vu qu'on n'a pas encore grand-chose entre les mains, on fait du PowerPoint, quoi. D'accord, pour présenter ce que ça va être et sur quoi vous travaillez. C'est ça, sur ce qu'on va avoir bientôt, quoi. Et donc, on va devant des prospects, on essaye de les convertir en clients et on regarde si ça intéresse, en fait. Et on oriente comme ça au fil de l'eau le développement en fonction de ce qu'on perçoit des besoins du marché. D'accord. Et vous êtes convaincant ? On a fait ça pendant quelques années. On a beaucoup switché de marché. Okay. Ça a été au début, donc on était très aéronautique comme d'habitude. Sauf que ça n'a pas trop mordu à l'époque. On nous a un peu fermé la porte, donc on a dit ok, c'est pas grave, on change un peu, on va voir ailleurs. On est allé dans la finance. Okay. On s'était dit que les banques, les calculs et les erreurs d'arrondi, ça n'allait pas leur plaire parce qu'ils vont perdre de l'argent autant. Oui. Donc voilà. Ça n'a pas trop mordu non plus. On a fait un peu de rond, mais pas suffisamment. Donc on a changé. Après, on est allé le voir dans le pétrole. Ok, ouais. Parce que entre-temps, donc on a quand même continué à faire avancer la techno entre-temps, et on s'était rendu compte qu'on pouvait à la fois travailler sur la précision des calculs, mais aussi on pouvait travailler sur la vitesse qu'il pouvait avoir, parce qu'on avait en gros un transformateur de code, et il pouvait aussi travailler sur cet aspect-là. Okay. Et dans le pétrole, il y a beaucoup de calculs, et ça leur prend des semaines, des mois de calculs, donc c'est peut-être vous faire gagner un peu, parce que une journée de calcul sur un supercalculateur avec des milliers de PC, ça coûte cher, quoi. Ne serait-ce qu'en électricité, quoi. Donc on se disait on pouvait valoriser ça. Donc on est allé voir le pétrole. Comment tu vas voir tous ces gens-là ? C'est par des contacts, par du réseau. Du réseau, c'est par le réseau. Tu vas à tous les cocktails, tu vas manger des petits fours, tu vas dans les événements, tu vas pitcher, tu vas dans les clusters, tu vas dans les associations, dans les pôles de compétitivité, enfin toutes ces structures qui fédèrent des écosystèmes en général par silo. Tu rentres dedans et tu vas à tous les événements. Et tu vas à tous les événements. Moi, mon boulot, c'était principalement ça, en fait. C'était de courir partout et d'aller... ça va, courir au cocktail. Courir au cocktail, exactement. Ça va, mais il faut courir droit après, c'est pas évident. Faut être crédible. C'est ça, quoi. Mais en gros, c'est ça. C'est aller rencontrer le maximum de gens, faire du réseau en permanence et pitcher non-stop pour voir est-ce que ça s'accroche ou pas. Est-ce que le besoin est là ? Est-ce que c'est le bon produit qu'on est en train de faire ? Et si oui, est-ce qu'on peut commencer à le mettre en place chez eux ? Est-ce qu'on peut facturer ça ? Enfin voilà, d'essayer de se développer comme ça. Et donc après le pétrole ? Après le pétrole, on est revenu à nos amours de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Qui s'est dit on a besoin de vous. Et bizarrement, c'est eux qui sont un peu revenus nous chercher. Parce qu'ils nous ont dit, il y a des grands programmes en cours, potentiellement, on aimerait pouvoir travailler avec vous.
Donc on s'est réorienté là-dessus. Alors c'est vrai qu'entre-temps la techno avait quand même bien bougé. Donc elle avait quand même bien maturé par rapport à ce qu'on l'avait montré. Donc ils étaient contents de voir que ça avait avancé, qu'on existait toujours déjà. Parce que souvent ils voient des boîtes, puis 6 mois après elles ont disparu. Donc là c'était genre 2 ans ou 3 ans après, je sais, dans 2 ans après je crois. Donc déjà ils se disent ah ouais, les mecs ils sont toujours là, ils sont pas morts. Ils sont pas morts de faim encore. Peut-être leur adresser la parole. Ouais non mais c'est bête hein, mais il y a une sorte de légitimité d'avoir survécu aux premières années. Puis on voit que vous êtes fiable, enfin il y a une solidité. Ouais. On va dire. C'est ça, vous existez encore, donc c'est qu'a priori vous avez déjà un petit peu gagné d'argent, et donc vous êtes à peu près fiable. Et puis vous allez pouvoir nous répondre aussi sur le long terme, peut-être, parce qu'il y a le temps long aussi. Ou alors ça suffit pas. 2 ans, ça leur suffit pas en général. Il leur faut 20 ans d'existence pour pouvoir se projeter. Mais... non, mais bon, là, j'exagère un peu, mais. Non, ça c'est vrai que c'est pas suffisant pour qu'ils se projettent sur du long terme, mais au moins ils veulent mieux nous adresser la parole quand ils voient que voilà, on n'a pas créé la boîte il y a 6 mois. Quoi. Donc on est retourné chez eux, on a réussi à refaire encore un peu de chiffre d'affaires pour faire avancer la techno, pour aller dans leur sens. Et là encore, ça nous a claqué entre les doigts. Donc on a relaissé tomber ce domaine-là, quoi. Sauf que c'est là où bon, je pense que j'ai eu le nez creux à ce moment-là. Une année avant, j'avais eu un de mes clients qui m'avait dit mais vos affaires là, de précision numérique et de preuves formelles sur la précision numérique, bon là vous me le présentez sur des codes embarqués voilà, dans des avions, dans des machins, super. Mais est-ce que ça marcherait sur des intelligences artificielles ? Et j'avais trouvé l'idée super intéressante. Et à l'époque, ça n'existait vraiment pas. Je n'avais pas trouvé de papier, j'avais pas trouvé de boîte, j'avais pas trouvé d'outils. C'était vraiment un truc tout nouveau. Et donc je me dis, ah tiens, pas bête. Alors qu'on était en plein sur la partie encore aérospace, tout ça. Pas bête, ça vaudrait le coup de prendre au moins un stagiaire et faire un micro-prototype juste pour vérifier que ça a l'air de marcher. Juste pour voir ce que ça fait. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, j'avais commencé à lancer une petite, une side quest, on va dire, sur ce sujet-là, où on récupérait tout notre savoir-faire et nos outils, et on essayait de les appliquer sur des IA. Et on regardait concrètement, c'est quelle application enfin... À l'époque, on savait pas trop. Parce qu'on nous disait toujours, les IA, ouais, c'est des black box, on peut rien prouver dessus, c'est embêtant, parce que nous, on aimerait bien en utiliser, mais on peut pas. On peut pas faire de preuve de safety. Et vous, votre truc, c'est de faire des preuves de safety sur du calcul. Donc, et vu que les IA, c'est que du calcul, pourquoi on pourrait pas le faire ? D'accord. Donc on disait, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Alors effectivement, ça pourrait marcher. On pourrait peut-être faire des preuves de safety là-dessus. Mais on savait pas du tout comment on allait concrètement le faire. C'est, ni le valoriser pour que ça soit utilisable. Mais on a lancé le sujet. Donc on a commencé à expérimenter dans notre coin. Alors bon, moi j'avais un stagiaire. Le reste de la boîte était focus sur le reste, vraiment à faire maturer les outils sur la fiabilité numérique. Et moi j'avais ma petite side quest en R&D sur ça. Et au bout de 6 mois, 1 an, moi je trouve qu'on a un résultat qui est franchement fun. On sort des résultats qui sont visuellement franchement bluffants sur ce qu'on pouvait faire. Et je me dis, bon, ça vaudrait peut-être le coup d'aller chercher un vrai programme de R&D, subventionné comme il faut, pour aller faire un deuxième produit, en plus de ceux qu'on avait développés, d'avoir dans la gamme de produits aussi un truc sur l'IA. Et donc là, moi, je commence à monter un groupe d'utilisateurs futurs, avec tous mes clients existants, en fait. D'accord. Et je récupère des tonnes de lettres de soutien qui disent mais ouais, si ça marche, franchement ça peut être un game changer pour nous. Et je vais voir ensuite la DGA. Direction Générale de l'Armement. Voilà, la Direction Générale de l'Armement. Je vais voir le ministère des Armées et je leur dis moi j'ai une bonne partie de votre la BITD, la base industrielle de technologie de défense. C'est ça. Donc en gros vos grands maîtres d'ouvrage qui vous fabriquent tout ce que vous utilisez, qui disent on aurait peut-être besoin de... qu'ils auraient peut-être besoin de la techno que je suis en train de vous proposer de financer. Et j'avais aussi du civil quand même qui était intéressé. Et donc j'arrive à convaincre la DGA de nous financer un bon programme de R&D
Via Astrid, Rapide. Rapide. Un Rapide, ouais. C'était un Donc Rapide. technologie duale à la fois civile et militaire. Et militaire, c'est ça. On fait un petit lexique interne au podcast. Si les auditeurs sont du milieu, ils reconnaîtront. D'accord, donc tu obtiens un Rapide. Ouais, on obtient un Rapide sur cette base-là. Mais normalement, tu dois être porté par une autre entreprise, non ? Enfin, vous étiez... Alors non, on a le droit de le faire seul aussi. T'as le droit de le faire seul, ok. Ouais. C'est des bêtises. On a le droit de le faire seul. On est un tout petit peu moins subventionné quand on fait ça, mais on a le droit de le faire. D'accord. Et comme d'habitude, moi, vu que j'aime pas trop que la propriété intellectuelle se balade, je voulais que ça soit toujours interne animaliste. Donc du coup, on récupère ce Rapide, ça me permet de financer 2 embauches là en full R&D sur ce projet-là, pendant que le reste de l'équipe continue à bosser sur ces sujets. Ouais. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'à la sortie du rush qu'on avait fait sur l'aérospace et l'aéronautique, qui avait finalement pas donné ce qu'on voulait, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que visiblement, le milieu encore, il n'est pas encore bon pour nous. Et donc à ce moment-là, c'est là où ma techno que j'avais développée dans le Rapide sortait vraiment de la R&D, devenait mature, et on avait réussi à faire du chiffre d'affaires avec. Et beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc on se dit, waouh, on a réussi à faire beaucoup de chiffre d'affaires comparé à avant sur un truc qui n'est qu'en R&D. Donc on se dit, tiens, là pour une fois, on tient. Ça t'a pris combien de temps le Rapide, tout le développement 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Et au bout de 1 an et demi, on a commencé à faire du chiffre avec. Ah ouais. Donc j'ai été moi-même surpris que j'arrive à faire autant de chiffres. J'étais allé un peu quand même au culot. J'aurais dit moi si vous voulez tester ma techno, ça sera payant, ça sera tant. Et les mecs étaient tellement intéressés que ils ont accepté, ils ont payé. Et donc du coup, nous, ça nous a permis de refinancer d'un coup le truc. On a dit ok, on réoriente du coup cette techno-là qui récupère de toute façon notre savoir-faire et notre culture de validation du code et tout ça, des calculs, elle est pas si loin du reste. On met un peu en pause ce qu'on faisait avant parce que franchement là ça fait des années qu'on s'épuise à essayer de le mettre dans tous les secteurs, on a du mal. Donc on va mettre les efforts maintenant sur ça. Et donc on a réarticulé la boîte sur ce projet d'intelligence artificielle. On a commencé du coup à financer avec sur fonds propres le Delta pour aller vers l'industriel quoi. Et on a commencé à avoir des très bons résultats. On a réussi à faire du coup une petite levée de fonds pour se renforcer en disant là maintenant on a un nouveau chemin, on pense que celui-là il est bon, donc on allait chercher des investisseurs. Et on a été sur un petit nuage pendant 3-4 mois et puis mars 2020 quoi. Et là, notre marché des grands comptes intéressés par l'IA a pris un petit coup dans l'aile parce que ils se sont tous mis un peu en PLS en attendant que la crise passe. Et donc, on a eu un petit, un petit trou à ce moment-là parce que l'industrie s'est mise à l'arrêt, quoi. C'est compliqué encore. Les grands maîtres d'ouvrage, les programmes de R&D, c'est pas leur priorité. Donc, l'IA, c'est plutôt de la R&D encore pour eux. Donc c'est pas la méga priorité, ils savent que c'est toujours stratégique, que c'est toujours dans la roadmap, mais là à l'instant T, il y a quand même des priorités de garantir la survie de leur boîte, et donc du coup la R&D est un petit peu passée à l'as quoi. Et nous on vend pas un système tout prêt, nous on est un enabler. Nous on est un enabler pour fiabiliser des systèmes qui seraient tout prêts. Mais donc moi je peux pas aller directement vendre au ministère. Par contre, je peux vendre aux grands maîtres d'ouvrage qui vendent au ministère. Et vous êtes sur d'autres développements Alors oui, il y a toujours des programmes autour. Notamment, on travaille sur les questions de hardware. Parce que faire de l'IA sur sa machine de bureau, super. Par contre, faire de l'IA sur un dispositif qui consomme 1 milliwatt, qui fait 2 cm² et qui doit être embarqué je ne sais pas où, c'est pas la même quoi. Donc on peut pas faire de l'IA de la même manière. Et on travaille sur ces questions de comment on peut transférer tout en garantissant qu'on perd pas trop une IA d'un monde à l'autre. Ça fait partie des sujets qu'on explore en R&D avec des partenaires sur ça quoi. Ok, j'ai vu, j'ai fait des petites recherches sur Numalis et sur toi, j'ai vu que vous aviez reçu un nombre de prix assez... le meilleur docteur entrepreneur de l'année, avec parfois des enveloppes budgétaires. C'est par quoi que tu mesures en fait un peu le succès de Numalis ?
Le succès, c'est le client, quoi. Le succès, c'est le contrat d'utilisation. Et en fait, j'allais dire, le succès, c'est la même chose que quand on est en enseignement. C'est quand on a un ingénieur dans une boîte qui n'est pas la nôtre, qui dit « Ah mais super, votre truc, ça m'a fait gagner du temps, ça m'a fait progresser, je comprends mieux, ou j'ai évité un problème. » Donc c'est la même chose que l'étudiant qui vous dit « J'ai compris. » quoi. Donc le succès, c'est ça, c'est de réussir à avoir mis en place un truc utile à quelqu'un, et pour une boîte de l'avoir valorisé. C'est-à-dire que c'était pas juste gratuit, quoi. Okay. D'avoir réussi à convaincre que ça valait de l'argent de faire ça. Et donc de dire que du coup la boîte, elle remplit bien son rôle, qui est de je gagne de l'argent, mais je vous rends un service. D'accord. Ça, c'est le succès. Après, oui, on a gagné beaucoup de prix, mais parce qu'il faut être franc, beaucoup de prix sont taillés pour faire gagner des gens qui sortent de la recherche et qui montent des boîtes. Parce que c'est une volonté publique de valoriser ce parcours-là, qui est très minoritaire comparé aux pays européens. Okay. Ou même aux États-Unis, les jeunes chercheurs français ne créent pas de boîte, ou très peu. Et alors qu'ils ont des super idées et que ce sont sûrement des très bons gestionnaires, mais c'est pas dans la culture de le faire. Et donc il y a beaucoup d'incentives, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place, que le gouvernement, les régions, les métropoles essayent de mettre en place pour les aider, les convaincre, leur dire que c'est bien, que il faut y aller, faut c'est pas péché. C'est ça. Il faut y aller. C'est ça, vous irez pas brûler en enfer parce que vous aurez monté une boîte, voilà. Carrément. Donc, et donc il y a beaucoup de concours où en fait il y a des cases. Voilà, et si vous les cochez, vous avez des gros bonus, quoi. Donc, jeune docteur qui monte une start-up dans le digital, autant vous dire que là, déjà, vous cochez pas mal de bonnes cases, quoi. Donc, alors c'est pas pour démériter, c'est pas pour juste dire que j'ai gagné ces concours juste par ça, mais ça aide. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de beaux projets qui gagnent pas les concours parce que les catégories dans lesquelles on veut les faire rentrer sont un petit peu trop étroites. D'accord. Et donc du coup on peut pas dire que moi j'ai participé à plein de jurys et des fois je suis obligé de mettre 0 sur un projet dans une des catégories parce que c'est pas du tout leur truc. Du coup ça baisse leur note alors que le projet est génial. Oui, c'est ça pourrait être très bien fité, mais exactement. autre part, quoi. Je trouve qu'il mériterait d'être récompensé, mais vu les catégories qu'on me demande d'évaluer, non, là je sais pas moi, collaboration avec un laboratoire de recherche, il y en a pas, 0, je peux pas faire autrement. D'accord. Et pour autant, c'est un projet merveilleux, mais voilà, je peux pas. Donc, je trouve que il y a un peu des fois un défaut à ce niveau-là. On veut faire briller un certain type d'entrepreneur parce qu'il y a une volonté politique de le mettre en avant pour justement avoir un effet, qu'on pourrait dire un peu miroir. On a envie qu'il y en ait plus comme ça. Donc, je comprends la volonté politique derrière. Après, c'est pas forcément toujours co-mérité, quoi. Tu parlais d'être membre de jury. Alors, j'ai vu un descriptif, une bio de toi où il y a, on a l'impression que tu fais 500 métiers. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble une semaine dans ta vie? Nouveau reportage, une semaine dans ta vie. Parce que les jurys, tu pitches, tes patrons, tes chefs d'entreprise, et déjà rien que dans ta description de patron de Numalis, alors que maintenant, est-ce que c'est toujours considéré comme une start-up ou non, c'est une PME maintenant, Numalis? C'est une bonne question. C'est un débat, j'allais dire, étymologique. Ouais. Alors, d'un point de vue commercial, quand je parle à un grand compte, start-up, au d'un moment, il y a un effet waouh parce qu'il y a de la mousse. Okay. Mais par contre, ils ont peur qu'il n'y ait pas de substance derrière. D'accord. Par contre, PME, ça a toujours un côté la PME familiale depuis 20 ans qui nous a fourni des roulements à billes, elle est fiable. Voilà, donc la PME, dans leur esprit, c'est souvent un objet plus fiable qu'une start-up qui est plutôt un truc. C'est un épiphénomène peut-être. Ouais. Et donc, du coup, c'est peut-être risqué de travailler avec eux, quoi. Après, pour les concours, il vaut mieux dire start-up parce que start-up, c'est justement c'est sexy, c'est dynamique, c'est genre vous allez changer le monde. Bon. À la jeunesse. Ouais. Donc il y a ça. Après, d'un point de vue, si on revient un peu aux définitions, une start-up, moi la définition que je retiens, c'est plutôt celle que les Américains appliquent. C'est une entreprise dont le business model peut passer à l'échelle. Et pour si tes auditeurs je vois pas trop de quoi je parle, en gros c'est si vous voulez faire 10 fois plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'il vous faut 10 fois plus de moyens? Si vous répondez oui à cette question, vous passez pas à l'échelle.
Donc une société de service n'est pas faite pour passer à l'échelle parce que voilà, il lui faut 10 fois plus de gens pour pouvoir faire son métier. Une société dans le digital, voilà, je prends les trucs avec les apps ou des trucs comme ça, pour avoir 10 fois plus de clients, il ne faut pas forcément multiplier par 10 l'infrastructure. Il faut peut-être rajouter un serveur, mais c'est tout, quoi. Et j'ai pas besoin d'embaucher 10 fois plus de bonhommes pour que ça marche, quoi. Donc voilà, donc nous aujourd'hui on pense que oui, on peut encore se qualifier de start-up parce qu'on essaye de construire un modèle économique qui peut se déployer à l'international sans pour autant que j'ai à créer autant de Numalis que de pays dans lesquels je veux être, quoi. Donc on espère pouvoir du coup passer à l'échelle. Et Numalis, ça s'est quand même bien étoffé depuis 2015. Alors oui, c'est vrai que là maintenant on est 14. Ouais. Ça s'est passé comment les premiers recrutements RH? Les premiers, on les a fait à travers la fameuse SATT. Voilà, c'est ça. Donc on a eu Mais les vrais de toi. Alors après, non, c'est nous qui les avons sélectionnés. D'accord, ok. C'est nous qui avons passé les entretiens. C'est nous qui avons trié les CV. On leur a dit, voilà, on veut ceux-là. On les a considérés comme s'ils étaient dans le projet, dans la boîte. Juste leur fiche de paye, elle venait d'un autre organisme. D'accord. Mais ils étaient hébergés avec nous, ils étaient on va dire, intégrés à l'équipe. À l'équipe, quoi. C'est ça. Ok. C'est pas des prestataires, quoi. On a eu évidemment des loupés. Hein. On a des gens, on a eu du turnover, hein, c'est normal dans une boîte. J'allais dire, c'est naturel et c'est pas un problème en fait. D'accord. Évidemment, ça fait toujours un peu râler parce qu'on se dit on a investi du temps, même émotionnellement sur une personne en se disant qu'il allait être avec nous, parce que voilà, on livre un peu un combat quand même. Une start-up, c'est la survie, quoi. Donc on se dit on est tous un peu soudés pour aller vers le succès. Bon, quand il y en a un qui décide de partir parce qu'il a une meilleure offre ailleurs ou ça l'intéresse de moins en moins, on vit ça un peu comme pas une trahison, mais bon, c'est un peu une déception. Mais en fait, il faut l'accepter, c'est normal. Les gens, en fait, ils nous appartiennent pas. ils sont là aussi parce que ils ont bien envie de le vouloir. Et s'ils ont plus envie, ils peuvent partir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Hein. Faut l'accepter et il faut se dire qu'il faut réussir à construire une entreprise en fait où d'un côté il faut que personne soit essentiel parce que s'il part ça veut dire que c'est la fin, et en même temps il faut que tout le monde soit essentiel parce qu'il faut que tout le monde puisse se sentir valorisé et apporter sa brique à l'édifice pour qu'il se sente valorisé de l'avoir fait, quoi. Donc il faut trouver l'entre-deux. Il faut trouver dans le tiraillement, il faut trouver le milieu qui fait que quand même tout le monde s'y retrouve, mais en même temps la boîte ne peut pas entièrement dépendre de quelqu'un. D'accord. Ok. Et c'est quoi les premiers postes que tu as recrutés hors SATT Là ça a toujours été au début du dev. Hein. D'accord. C'était du dev pour commencer. Ouais, c'est arrivé très tard les fonctions support et marketing ou commercial. Et on en a très peu encore. Hein. Là aujourd'hui, je pense au moins 80% de la boîte, ça reste encore de la R&D et du dev. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur pour Numalis ? Oui, il y a eu des grosses alertes. Il y a eu des grands moments de difficulté. Solitude. Non. Enfin, solitude, on les a partagés quand même avec nos employés. Hein. Et aussi nos partenaires, parce qu'à un moment donné... on a clairement dit à certains qui avaient des factures en vol, on leur a dit on va pas vous les payer tout de suite. Voilà. Faut l'accepter, jouer le jeu, on va vous la payer, mais pas maintenant. Donc il y a eu des grosses alertes. On est passé au bord un peu de la catastrophe quelques fois. On a failli plier quelques fois. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'on a toujours réussi à démontrer qu'on avait une capacité à rebondir. Et parce qu'on a essayé de jamais mettre tous nos œufs dans le même panier. Et typiquement le coup de l'IA, ça nous a bien aidé. Ça a vraiment été une grosse désillusion quand on a perdu le marché sur la partie aérospace. Et quand il a fallu rebondir justement, heureusement qu'on avait ça justement qui était en train de monter en puissance. Parce que ça nous a permis de démontrer que on arrivait toujours à trouver quelque chose, quoi.
Mais oui, non, il y a toujours... Et on revient à la discussion sur quand c'est qu'on devient patron, quoi. Ouais. Là, vraiment, on le sent venir. Quand on voit le compte en banque qui commence à aller plonger en négatif, et que le banquier appelle tous les jours pour vous dire alors c'est quoi ton plan pour rétablir la situation, et qu'on n'a pas forcément au jour le jour le bon plan, là on commence à comprendre la charge qui est la nôtre, en fait. Et tu te tournes vers qui à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des financeurs, tu prends dans ton compte en banque à toi pour essayer de combler les comptes, tu fais une mini levée de fonds artisanale, comment on fait ? Là on fait feu de tout bois en général. Ok, ouais. Allez, venez. Non, mais là c'est le moment où en gros, moi ma réaction quand je suis dans ces situations-là, c'est si c'est la fin, faut partir glorieusement, quoi. Ouais. Donc faut pas partir par contre en danger. Okay. Ça sert à rien à la limite de se ruiner. Si de toute façon c'est l'aventure s'arrête, ça sert à rien en plus de se foutre, j'allais dire, dans difficulté derrière, quoi. Par contre, il faut pas regretter de pas avoir mis le dernier coup de collier à la fin. Donc faut y aller. Donc à ce moment-là, on redouble à la tâche, on va avoir tous les clients, on va avoir tout ce qu'on peut pour ramasser de l'argent, pour convaincre que ce n'est qu'un mauvais moment, c'est une mauvaise passe. Ouais. Il faut nous faire confiance pendant quelques temps, mais ça va se rétablir et on va réussir à rétablir la situation et repartir du bon pied, quoi. Et au jour le jour, j'en reviens à ma question sur une semaine dans ta peau. Oui, c'est vrai. Et au jour le jour, alors, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on rappelle que Numalis est à Montpellier. C'est un choix de rester parce que tu aurais pu te mettre à Paris, au plus près de Dieu. Les clients, c'est vrai qu'ils sont majoritairement, on va dire, sur la région parisienne, toulousaine et un petit peu région sud aussi. Montpellier, finalement, faut voir les avantages. C'est une très jolie ville. Il fait beau. Ouais. Il y a des palmiers. Il y a la mer pas loin. L'arrière-pays est très joli aussi. Il y a du vin. Il y a du très bon vin. Nickel. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une ville étudiante. Donc, il y a un vivier aussi pour aller faire avoir des stagiaires et tout. Donc, c'est une ville très intéressante à ce niveau-là. C'est une ville qui attire aussi, qui peut attirer des talents, du moins. Ouais. C'est-à-dire que le Parisien, d'un moment, il peut en avoir marre aussi de la grisaille et du métro. Et du RER A. Voilà, le A, ça, donc il peut se dire... le A, quand on arrive à Paris pour aller au J4 ou des... Voilà. Celui-là, bon... Un moment de bonheur. C'est ça, on l'apprécie pas forcément à sa juste valeur. Bref, donc c'est une ville qui peut avoir des atouts pour le cadre de vie. Ouais. Par contre, commercialement, pour nous, c'est vrai que c'est une gageure. C'est que des clients à Montpellier, j'en ai pas et j'en aurai probablement pas. Mais c'est pas grave, c'est parce que c'est une ville qui est quand même bien connectée par les transports. On va à Paris en 3 heures, on peut aller à Toulouse en 2 heures. La région sud, c'est toujours plus compliqué. Aller à Nice ou à Toulon, c'est un peu loin, il n'y a pas de TGV vraiment qui vont là-bas. Mais bon, en TER pendant 8 heures. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là, mais au final, j'allais dire, c'est pas comme Lyon, mais on est presque central en fait. Quand on regarde en temps de déplacement, on peut aller un peu partout en France assez vite. Donc, plus il y a un aéroport, donc on peut quand même se déplacer en avion. Donc, Montpellier, ça reste un endroit intéressant pour positionner la R&D au chaud, au soleil, et pour pouvoir rayonner, quoi. Donc pour l'instant, moi je pense que c'est un ancrage auquel je tiens et je pense qu'il peut perdurer. Mais par contre, on ouvrira peut-être un jour un bureau commercial à Paris pour positionner un commercial qui s'occupera de la zone parisienne, un peut-être à Toulouse aussi un jour. Mais ça restera des bureaux satellites. Le cœur, il est à Montpellier. Et donc toi, j'imagine que t'es... Enfin, là, on est en période Covid, on enregistre... alors normalement, je suis en vadrouille. Fin janvier 2021. Mais du coup, ta vie, c'est... Ma vie, c'est beaucoup être en déplacement en train. Du train et des avions, non, peut-être ? Alors, j'essaye pas trop l'avion, quand même. Pour ton empreinte. Non, mais ouais. Et puis, en fait, j'allais dire très, très bêtement, je travaille mieux en train. Alors, je m'autorise le luxe, quand même, de voyager en première, parce que je suis plus au calme. Oui. Mais pour moi, le train, c'est un bureau. C'est vraiment, j'arrive, je me pose, j'ai la prise de courant, j'ai du wifi, je mets les écouteurs, je suis dans ma bulle, je bosse, quoi. Je peux faire pendant 3 heures mon mailing, des présentations, enfin mes PowerPoint, machin. Enfin, donc que je sois au bureau ou dans le train, pour moi c'est la même chose.
Et limite, dans le train, je suis beaucoup moins dérangé que quand je suis au bureau. Parce que, voilà, il y a personne. Ouais, c'est ça, il y a personne pour venir toquer à la porte et me dire. Est-ce que t'as un moment Exactement. Est-ce que t'as 5 minutes? Ouais, 5 minutes qui se transforment en, et puis finalement, la matinée est passée. Exactement. Donc, du coup, limite, je suis plus efficace quand je suis en train que quand je suis au bureau. Après, il faut que je sois au bureau parce que, évidemment, ma présence permet de résoudre aussi, de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, voilà, mais que quand je suis en train, je peux pas faire. Mais voilà, ça me crée un espace où je peux travailler un peu à ma guise et où je suis un peu plus concentré sur ce que je veux faire, en fait. C'est quoi les tâches que tu préfères dans ton boulot de patron, de chef d'entreprise? Chef d'entreprise, c'est plus... Ouais, c'est plus valorisant. Il y a beaucoup de tâches que j'apprécie, on va dire. Il y a la partie R&D quand même, bon, c'est quand même le cœur de mon dada, donc travailler sur la R&D, alors plutôt piloter la R&D maintenant, parce que j'ai plus forcément le temps de travailler directement dessus. Une partie que j'aime beaucoup, c'est découvrir le besoin client. Okay. Donc d'échanger avec des ingénieurs, voilà, qui me racontent leur métier, qui me racontent leurs difficultés, et de percevoir ce que nous on a entre les mains, qu'est-ce que ça pourrait donner pour résoudre leurs problèmes. Okay. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être légèrement tweaker pour résoudre le problème, enfin d'appliquer en gros ma créativité pour résoudre un problème que quelqu'un a dans la vraie vie, quoi. Ça, je trouve ça, c'est pareil, c'est très gratifiant de sentir qu'on peut être utile, en fait, qu'on a un truc qui peut servir. Après, je suis aussi, j'allais dire, je suis quelqu'un du chiffre. Donc moi, les tableaux Excel, ça me rebute pas, limite ça me repose. Je sais que c'est bizarre, mais voilà, quand je suis en train de préparer le landing de l'année pour envoyer au comptable, en fait c'est une espèce presque de transe, tu vois. T'es concentré dans tes chiffres, tu fais le truc le plus clair possible, tu vérifies que tout tombe bien comme il faut, il n'y a pas de petits écarts, enfin c'est un truc quand ça marche et que c'est bien fait, t'as l'impression d'avoir fait un petit bijou, quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Tu vérifies les erreurs de calcul parce qu'on est dans aussi, dans le cœur du sujet, animaliste. On vérifie, c'est quoi, c'est la 14e décimale. Voilà. Mais non, c'est assez... Enfin voilà, moi c'est un truc, ça me repose de faire ça, donc j'aime bien. Donc ouais, je pense que ça s'articule entre la R&D, comprendre le besoin client, et l'art de structurer des projets financièrement, de vérifier que tout va bien. Tu vérifies chaque développement? Enfin, tu vas acheter ton œil, tu regardes, tu vérifies Alors sur la partie technique, non. D'accord. Comme au début, je veux dire, le précaré technique, je l'ai... C'est à Nicolas. Je l'ai mis entre les mains de Nicolas, et pour moi je joue le rôle, alors quand on est en méthode agile, là, je suis le product owner, voilà, donc je suis celui qui en gros va donner un petit peu les exigences clients et qui va vérifier que le produit fini correspond aux besoins. D'accord. Mais le détail du code à l'intérieur, c'est pas mon affaire. Et je ne veux pas en faire mon affaire parce que j'ai déjà trop d'affaires à gérer. C'est trop. Donc pour revenir quand même à ta question, parce que je l'ai lu depuis tout à l'heure. Vas-y. Ouais. La vie, ma vie... Alors, je me lève à 7h du matin. Plutôt à 6. 6, pardon. Donc je commence à 7h en général. Si je suis en transport en commun, j'utilise mes temps de transport en commun pour lire. Donc soit je me forme, je lis des bouquins de RH, soit je lis en ce moment parce que je fais l'école de guerre. Je lis beaucoup de littérature liée à la stratégie, à la tactique. Donc l'école de guerre, pour préciser ce que c'est? L'école de guerre, c'est le cycle de formation des officiers des armées, et ce cycle, ils réussissent un concours. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 ans, ça dépend s'ils sont de l'armée de terre ou pas, ils peuvent passer lieutenant-colonel, en fait. D'accord. Donc c'est ce qui les fait passer de capitaine, en gros, à lieutenant-colonel. Okay. Et c'est ce qui, en gros, prépare leur rentrée dans les états-majors. Okay. Donc ils vont passer de vraiment diriger un groupe de bonhommes, en général, ils en ont quelques centaines, à maintenant rentrer dans un état-major où ils vont gérer des opérations, ils vont participer à gérer des opérations. Donc il y a une espèce vraiment de changement de milieu. Ils montent d'un cran et parce ils changent à la fin, c'est lieutenant-colonel, colonel et général. Donc c'est un peu le bout du c'est ça commence à se rapprocher des hautes sphères. Du Graal. Alors ils savent très bien qu'ils ne seront pas tous généraux, parce qu'il y a très peu de postes. Mais en tout cas, c'est surtout qu'ils vont passer d'un monde où
ils pouvaient être sur le terrain et être proches quand même du milieu tactique, à un monde où ils vont être plutôt maintenant dans l'état-major et où vont être plutôt dans le milieu opératif et stratégique. C'est ça. Et donc ils vont changer de milieu et donc l'armée française a mis en place un cycle de formation spécifique pour ces gens-là, pour leur permettre de le faire. Et il se trouve qu'ils sont très généreux et ils autorisent des civils à participer. T'as passé un concours ou il y a un filtre évidemment. Alors, c'est pas un concours, mais c'est plutôt un entretien et ils font une petite enquête de sécurité. Oui, bien sûr. Quand même, on vérifie qui rentre. Exactement. Mais ce filtre, il permet surtout de faire en sorte d'avoir de saupoudrer toutes les classes socio-professionnelles dans les promotions des officiers. Donc ils prennent des journalistes, des industriels, des start-upers, des chercheurs, des responsables associatifs. Voilà, ils essayent justement de saupoudrer les différents corps de métiers civils pour donner aux militaires un contrepoint d'opinion et peut-être de perception des choses civiles. Parce qu'ils estiment que quelqu'un qui a fait carrière dans l'armée, potentiellement, il s'est engagé, je sais pas moi, vers 16 ou 18 ans ou 20 ans. Là, ils en ont 35. Ils ont raté, en gros, toute la partie de vie où on est dans l'industrie, en gros, et où on vit la vie industrielle et la vie civile, voilà. Enfin, ils l'ont raté, ils l'ont pas vécu, quoi. Ils sont en vase clos. Ils sont un peu dans leur monde aussi, ils sont un peu comme l'universitaire. Bulle, comme les chercheurs. Voilà, comme l'universitaire, il est un peu dans sa bulle, le militaire, il est aussi dans une bulle un peu particulière. Et donc, ils reconnaissent avec beaucoup d'humilité que des fois, ils n'anticipent pas forcément ce qui va se passer dans la tête des gens quand ils vont interagir avec la société civile, lors d'opérations. Et donc, ils pensent et je pense à raison, que le fait de mettre des civils à ce moment-là de leur formation pourrait un peu leur ouvrir leur chakra, Allez, on va s'ouvrir au monde. Non, mais voilà, ça leur permet de se faire peut-être une nouvelle opinion supplémentaire de l'œil qu'ils ont eu de la société, qui était peut-être des fois un peu éloigné. Alors, ils ont évidemment une famille en général, mais bon, les familles, les militaires en général sont dans des familles où il y a beaucoup de militaires, Oui. C'est un milieu où en général on a un peu héritage, il y a beaucoup de ça, y a surtout quand même, les hauts gradés, c'est une lignée familiale qui arrive, voilà. Donc c'est vrai qu'ils ils sont souvent fils ou filles de militaires, ou le grand-père était militaire. Enfin, il y a une espèce d'héritage comme ça, ce qui fait quand même que c'est pas un entre-soi, mais c'est une sphère un peu particulière. D'accord. Et tu suis des cours quels sont les types de cours que tu peux suivre à l'école de guerre ? L'école de guerre, l'enseignement, c'est assez vaste. Il y a beaucoup de géopolitique. Il y a aussi beaucoup ce qu'ils appellent l'art opératif. Donc c'est vraiment comment on structure des opérations, comment on les déroule, comment on les planifie. Donc c'est vraiment de la méthode. C'est comment on fait ça. De manière assez intéressante, ils font aussi beaucoup d'art oratoire. Parce que quelqu'un en état-major, il doit convaincre. S'adresser, il doit convaincre son état-major de son idée. Et donc, ils ont des acteurs, ils ont des gens qui viennent leur faire des formations d'art oratoire. Super. J'ai trop envie. C'est extraordinaire. Moi, je suis bluffé. Mais tu suis ces cours même de stratégie militaire, comment Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, oui, je peux comprendre, Donc, tu peux. Pour le prochain. J'invite tes auditeurs, s'ils sont intéressés, à se rapprocher de l'école de guerre. Des états-majors. Il y a des cellules spécifiques pour ça. Donc oui, voilà, t'as de la géopolitique, de la stratégie, de l'art oratoire. Il y a même un peu de philosophie. Je sais pas, il y a eu des cours sur les origines de la violence. Ça c'est génial. Donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup, même de la sociologie. Ça parle aussi de religion, les origines de la violence. J'avais un cours comme ça en Sciences Po, intitulé Les origines de la violence, etc. Et tu avais tout aussi la vision dans l'Ancien Testament. Enfin, c'est très bref, mais on étudie toutes les représentations à travers l'histoire de la violence et de comment des penseurs de la violence. C'est effectivement ce genre d'axes-là qui sont un peu explorés, mais le but, c'est d'essayer de mettre en perspective ce genre de cours avec ce qui se passe dans la tête des gens quand eux vont être sur le terrain. C'est pour que
Ah oui, appliqué à l'humain, d'accord. Ouais, c'est ça. Okay. Typiquement, il y avait des cours assez intéressants sur le fait tribal, par exemple. Ok, ouais. C'est comment on pense, en fait, quand on dit toujours les tribus afghanes. Ouais. En gros, une tribu afghane, comment ça se structure sociologiquement ? Ah, c'est de l'ethnologie, en fait. Il y a aussi ça, il y a de la sociologie, il y a de l'ethnologie. C'est, en gros, comment une décision est prise dans une société tribale, comment se voit un individu dans une société tribale, quelles sont ses lignes rouges. Ouais. Et vu que on intervient dans des milieux qui sont, en général, depuis longtemps, on n'intervient plus en Europe. On intervient beaucoup, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Ouais. Sociétés qui sont quand même assez éloignées des nôtres en termes de structure et de pensée. Et donc du coup, si on veut être efficace, si on veut pas faire de gros impairs de touristes mais avec des armes, il faut un minimum comprendre la culture de l'autre pour pouvoir s'insérer dedans et atteindre l'effet qui est en général la paix, quoi. Donc c'est pas en faisant des grosses bourdes qu'on atteint en général la paix, quoi. Puis tu te mets les gens à dos et c'est génial. C'est à un moment donné il faut une approche pour comprendre tout ça, et donc c'est ce qui est enseigné en partie avec les aspects plus méthodologiques, stratégiques, voilà, et géopolitiques. C'est ce qui est enseigné là-bas à grand renfort de Raymond Aron. Allez hop, voilà. Dans Sciences Po. Ouais, voilà. Donc le matin je lis ça. Le matin quand je vais au boulot je lis ça, et après le reste de la journée je peux pas forcément décrire exactement ce qui se passe dedans. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en général, je travaille par séquence sur un sujet par 30 minutes ou 1 heure. En fait, parce que j'ai tellement de sujets que je dois faire tout avancer un peu en parallèle. Et donc, du coup, j'essaye de structurer mon temps pour que... je sais que j'arriverai jamais à travailler 4 heures d'affilée sur un truc. C'est impossible. Parce qu'il y aura toujours 4 interruptions et il y aura 4 urgences à gérer. Mais quand je vois après mon time tracker, parce qu'on a un truc qui permet de suivre l'activité, je vois qu'en général je fonctionne avec des tranches de 30 minutes ou d'1 heure. Et donc toutes les 30 minutes, 1 heure, quasiment je change de sujet. C'est cool, ça permet à ton cerveau de se remettre... D'un côté c'est bien parce que tu passes d'un sujet à l'autre, par contre t'as jamais le temps de te plonger vraiment réellement dans un sujet. Tu reviens pas dans la journée, tu peux y revenir dans la journée. Si, tu peux y revenir, mais entre temps t'es passé par 6 autres sujets, quoi. Donc tu peux passer d'un sujet de comptabilité à un sujet RH, à un sujet de R&D, puis t'es revenu pour un entretien client où t'as pitché, ensuite t'as parlé au banquier, ensuite t'as eu la propriété intellectuelle au téléphone là, pour le brevet, tu vois, enfin, et tu switches de l'un à l'autre comme ça non-stop pendant la journée qui dure en moyenne 12 heures. Et le soir, quand je rentre, pareil, relecture pendant le trajet du retour pour me détendre. Ok, tu joues au squash, je sais pas, t'as une activité physique à côté, une passion jouer au squash, c'est tellement nul. Je sais pas, vous allez chercher ça. Pourquoi? Le golf, est-ce que tu golfes? Non, je golfe pas. Mon Dieu, tu vas à Mar-a-Lago avec notre ami. L'activité autour, il y en a en semaine, il y en a quasiment pas parce que j'ai pas le temps. Je fais la journée 7h, 19h, 20h en gros, quoi. Donc le temps de rentrer, de manger un bout, limite passer vite fait sur l'ordinateur, jouer à un mini-jeu pendant une demi-heure, et après c'est dodo, quoi. Dodo. C'est limite un peu je sais pas, YouTube ou Netflix pour se vider la tête, mais c'est un peu compliqué d'aller chercher une activité physique comme ça. Au niveau de la création de Numalis, j'aime bien poser la question sur la famille, ton entourage. Donc bon, tu as créé Numalis avec un de tes amis et ton ancien... Et avec le concours aussi de ton ancien directeur de thèse. Et ta famille, comment ils ont perçu ça quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tes parents, peut-être ta copine, ta chérie, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça a plutôt été une surprise parce que ils me voyaient, étudiant, 2 masters, une thèse. Bon, ok, il va finir au CNRS, lui. Bon. Voilà, bon, ok, on a compris, lui, il va être chercheur, quoi. Et puis pas du tout, en fait. Donc d'un côté ça a été un peu une surprise parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait être ça le trajet. Après, pour en avoir discuté un peu avec mes parents, c'est pas tant une surprise que ça parce qu'ils m'ont toujours dit que moi j'avais mon caractère et que quand je décidais un truc je pouvais passer d'un sujet à l'autre, et quand je l'avais décidé, quoi.
Et que c'est pas parce qu'on m'avait mis dans une case que si j'avais envie d'en sortir, j'en sortirais pas, quoi. Donc ils se sont dit oui, non, c'est cohérent. À un moment donné, il a décidé qu'il allait être entrepreneur, bah il est entrepreneur, voilà. On peut rien faire. Tant qu'il a décidé qu'il veut faire ça, il le fera. D'accord. Donc pour eux, c'était à la fois une surprise et pas une surprise. Après, pour l'entourage autour, oui, si, enfin c'est. Ils s'attendaient pas forcément. Oui, je disais avant que j'allais sûrement partir en recherche. Bon, finalement, c'est pas le cas. Mais vu que j'avais jamais promis grand chose, vu que je savais pas ce que je voulais faire. Je m'étais pas engagée. Ouais, voilà, j'avais jamais promis que je serais chercheur. Vu que je savais pas si j'allais l'être. Finalement, j'ai pas trahi, quoi. Et du coup, créer une entreprise avec ses potes. Alors, j'allais dire bonne ou mauvaise idée. Alors, Nicolas, n'écoute pas. T'as pas une appréhension? Parce que parfois, tu peux monter une boîte avec un super pote et... Non, c'est dangereux, ouais. C'est pour ça qu'existe le contrat de partenariat, enfin voilà, que tu signes pour bien délimiter les choses au cas où... le pacte d'actionnaires. Ouais, voilà, au cas où ça explose. C'est une bonne pratique d'en mettre un, parce que effectivement, il y a toujours le risque que la bonne entente qu'on avait à la base ne survive pas au tumulte de l'entreprise. Et surtout quand on va commencer à rentrer dans les périodes qu'on disait tout à l'heure, où là le danger augmente très fortement, où la tension peut monter aussi, parce qu'on a tous un peu peur, et où on a l'impression que les manquements de chacun peuvent commencer à être les causes finalement de cette situation. Enfin bref, on commence un peu à vouloir pointer du doigt, chose qu'il vaut mieux pas faire. Donc effectivement, quand on est pote, c'est pas la même chose que quand on est, j'allais dire, associé, et encore moins quand on a une relation hiérarchique. Puisque il y en a forcément une, puisque en général il n'y a qu'un chef à bord. Quoi. Même si tout le monde peut être actionnaire, c'est pas pour autant que tout le monde a la même responsabilité, le même rôle. Quoi. Donc effectivement, ça se réfléchit. Le conseil que je pourrais donner, c'est vérifier quand même bien que c'est possible et prévoyez dans le fameux pacte d'actionnaires effectivement la possibilité de se séparer. Sans mettre en péril l'entreprise. Parce que justement, si on ne le prévoit pas et qu'il faut faire une séparation et que ça se passe mal, ça peut mettre l'entreprise à plat. Quoi. Donc il y a un... C'est là où... J'allais dire, il faut être tout de suite très réaliste et peut-être refuser certains associés. Nous, à la base, on devait être plus que 3. Et en fait, il y en a 2 qui sont pas venus. Et un, c'est assez intéressant, c'est parce que très tôt, on nous avait dit, posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire cette boîte et qu'est-ce que cette boîte c'est dans 10 ans, par exemple. C'est quoi votre rêve ? Ah ouais. C'est un rêve, hein. Oui. On sait très bien que ça sera et pas exact. C'est quand même projection réaliste, mine de rien, il faut essayer de... Mais la question c'est, est-ce que c'est une boîte toujours avec 10 employés, qui fait du service, tranquillou, avec une empreinte régionale, ou est-ce que c'est une multinationale de 500 personnes, avec 12 bureaux à travers le monde, et qui est entrée en bourse ? Non mais voilà, bon, je prends volontairement les deux extrêmes. l'extrême, mais la question c'est ça, et si on a une réponse très différente l'un de l'autre, il vaut mieux peut-être pas s'associer parce que quoi que soit le chemin réel, si déjà on n'est pas d'accord sur la direction, on va avoir un problème. Et donc il vaut mieux se mettre d'accord au début sur ça, et quitte à dire en fait je pense que non, il vaut mieux pas qu'on travaille ensemble. Même si on s'apprécie beaucoup, on s'entend super bien, mais si en gros ta vision du truc vient en contradiction en permanence de la mienne, sachant que moi je suis censé être le chef à bord et de driver dans la direction, qui va cheffer, ça va devenir compliqué, quoi. C'est de devoir en permanence, j'allais dire, combattre pour faire avancer, quoi. Et la relation hiérarchique, elle se discute aussi ? Elle se met sur la table, Il faut que ça soit clair. Il faut dire à un moment donné que quand il y a des manquements au travail, il y aura une réaction, quoi. Il y aura un rappel à l'ordre, en fait le truc c'est qu'il faut vraiment distinguer ces 3 choses différentes: d'être ami, d'être associé et d'être employé, quoi. Et quand on est employé, on a un métier, on a des rôles, on a des obligations. Moi j'ai des obligations en tant que responsable d'eux. Et quand il y a des moments, je suis obligé de prendre des actions qui me font pas plaisir.
mais parce que c'est mon rôle, quoi. C'est le rôle que j'ai accepté d'endosser, donc je mets ma casquette et voilà, j'avale la couleuvre et je le fais, quoi. Et après, il faut réussir à pouvoir reprendre aussi à côté, de continuer à être amis, de continuer. Voilà, non mais. Ne boude pas, s'il te plaît. Non mais ouais, ça, il faut que ça soit clair. Il faut dire les choses, quoi. C'est dire bah là ça m'a pas, là je suis pas content. Le travail a peut-être pas été fait comme je voulais. Je suis pas satisfait. C'est pas pour autant qu'après on peut pas aller boire une bière ensemble, quoi. Maintenant voilà, on dissocie totalement le. Mais il vaut mieux, ouais, parce que sinon en gros la frustration d'un endroit va polluer le reste, quoi. Donc il faut être un peu schizophrène, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Ok. Est-ce que Numalis est à l'international ? Comme on parlait d'une multinationale avec 200 bureaux partout, est-ce que déjà il y a des prémices d'expansion L'international, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus. On a un début d'empreinte à Singapour. Ah oui, d'accord. Mais pas avec des bureaux. On a 2 business développeurs en part-time, donc ils ne sont pas intégrés dans Numalis, c'est plutôt des prestataires. Mais si ça se passe bien, on espère justement pouvoir faire une petite structure là-bas, commerciale uniquement, qui permettrait de vendre sur la partie Asie, Extrême-Orient, quoi. D'accord. Vous êtes de toute façon membre du GICAT aussi, qui oui. peut aider Oui, bien sûr. Mais, vous avez participé à programme Generate du GICAT, non ? Qui peut vous aider aussi, à la fois en France, mais aussi vu les liens du GICAT partout dans le monde. Generate, oui, effectivement, c'est un bon relais pour aller accéder aux salons internationaux, qui sont d'ailleurs par le COGES, en fait. Ouais. Donc, je mettrai un lien dans la description de l'article te concernant. Generate, oui, ça a été une super opportunité. C'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier dans le milieu de la défense. Comment tu les as je crois que c'est encore comme d'habitude, c'est au culot. Je suis allé les voir. En fait, je voulais percer dans le milieu de la défense. Ouais. Après le rapide, déjà, tu avais déjà un rapide, donc c'était concomitant. C'était avant, je crois. Ah, c'était avant. Il faudrait que je retrouve les dates exactes, mais je crois que j'avais pas encore le rapide. L'idée, c'était que je voulais développer mon empreinte, mon réseau dans le milieu de la défense. Et moi, j'avais entendu parler de ce groupement et du coup, j'avais envoyé une demande, je les avais rencontrés peut-être à une occasion, j'avais dit je vais vous rencontrer, je vais voir ce qu'on peut faire. Et l'histoire marrante, c'est que Generate, en fait, moi j'ai été la première boîte à pitcher et à rentrer dans Generate parce que quelques mois avant, j'avais rencontré Mathilde Dermant et François Matins. Ouais. Et Mathilde était un peu en charge d'écrire le prémisse de la charte de Generate. Et du coup, moi, je lui avais tout de suite proposé mon aide lors de l'entretien en disant mais ouais, pas de problème. Moi, je fais partie de plein de clusters, de plein de puis je de m'ennuie pôles, un peu, j'ai pas assez de choses à faire. Voilà. J'ai que ça à faire, je fais rien du tout à mon travail. Donc du coup, si tu veux, je t'aide à rédiger, je te la relis, je te donne des conseils, il y a pas de problème. Et donc du coup, j'avais commencé à devenir un peu ami avec le J4 comme ça. Et donc quand Generate est sorti, évidemment, j'étais tout de suite dans les starting blocks pour être le premier. C'est ça, pour être dedans, quoi. Donc je suis en Generate, oui, je connais de longue date puisque je suis le plus âgé. C'est ça, je suis l'ancêtre de Generate. Tous les ans, il y a une dizaine d'entreprises qui sont accompagnées, des startups qui sont accompagnées par... Je crois c'est ça, le pool qu'ils veulent atteindre, c'est une quinzaine. D'accord. Comme ça, il y a une liste d'attente à chaque fois, longue comme le bras. Alors oui, au début, c'est vrai que la première promo, ils avaient quand même du choix, ça va, ils n'ont pas pris tout le monde, je crois. Il y avait Numalis, il y avait Aleph aussi, le premier épisode de Slice. Il y avait déjà du beau monde, on va dire. Là maintenant, de ce que j'en comprends, effectivement, ils ont beaucoup de demandes. Ouais. Parce qu'ils sont presque victimes de leur succès, donc entre guillemets, ils peuvent se permettre maintenant de sélectionner, d'être plus élitistes, de vraiment sélectionner ce qui est pile poil sur ce qu'ils veulent, quoi. Et en gros, si tu peux décrire l'accompagnement, alors ça consiste en quoi chez Generate ? Generate, j'allais dire la première valeur ajoutée majeure, c'est en fait t'es comme dans le J4, alors que t'es pas adhérent en fait encore. Donc t'as les mêmes bénéfices que le J4.
Alors, GICAT, c'est le groupement des industries de défense terrestre. Ouais, c'est ça. C'est aéroterrestre. C'est ça. Voilà. Comme je sais plus qui m'a dit ça, ça va de la Ranjo à l'hélico. C'est ça, c'est ça. Tout ce qui est entre les deux, c'est au GICAT. Ça va du connecteur à la chenille de chat en passant par le fusil et le... voilà. C'est ça. Tout ce qui est entre la semelle de la Ranjo jusqu'à la pale de l'hélico, c'est dans le GICAT. C'est dans le GICAT. Donc le Generate, oui, donc ça te permet de rentrer dans le réseau GICAT, de participer à tous les événements, dont Eurosatori est voilà, le point d'orgue majeur. C'est un réseau en fait. C'est le monde de la défense terrestre, ou même de la défense tout court, c'est un petit monde. C'est pas tant d'entreprises que ça, ils se connaissent tous. Et en fait, c'est une crédibilité d'avoir en gros quelqu'un du GICAT. Moi, très clairement, lors des événements, typiquement les vœux du GICAT, normalement, quand ils ont lieu en vrai, pas en distanciel, c'est un moment extraordinaire. Puis t'as la ministre qui arrive. Mais là, le rôle de Generate, c'est vous avez Mathilde Herman ou François Matins qui vous attrape par le col et qui vous dit viens par là, toi. Viens discuter. C'est ça, viens parler à lui. Et tu vas voir, ça va être bien. C'est ça. Et ça, ce genre d'échange, normalement, vous mettez 6 mois à trouver la personne à qui il faut parler et avoir le rendez-vous. Là, vous l'avez en 10 secondes parce que François Matins vous a attrapé par le col et vous a jeté contre la personne. Entre le verre de champagne et le petit four. Et il dit au gars, lui, tu l'écoutes, lui, c'est bien ce qu'il fait, il faut que tu travailles avec lui. Et il dit, oui, d'accord. Il est très, très persuasif, François. C'est ça. Donc du coup, il y a un effet comme ça d'accélération qui est majeur. Vraiment, ça nous a ouvert plein de portes, ça nous a donné une crédibilité énorme dans le milieu. Et après, il y a tout l'aspect formation. Donc il y a les bootcamps c'est ça. Donc c'est des journées de formation où ils font venir plein d'intervenants soit industriels, soit étatiques, alors étatique, ça peut être ministère des Armées, mais ça peut être aussi la DGE pour les aspects financiers, pour l'économie, la BPI. Du coup, ça donne une espèce de vision de c'est quoi le monde de la défense et comment on peut percer là-dedans avec une start-up. Donc je pense que les valeurs ajoutées de Generate, elles sont principalement là. Ok, écoute, Singapour. Pour l'instant, ouais. Singapour, d'autres zones géographiques en vue? Oui, il y a Japon, États-Unis, Canada qui sont dans les tuyaux, on va dire. Et après, j'aimerais bien qu'on reprenne aussi l'Europe avec Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. Vraiment faire Belgique aussi. C'est faire le pourtour parce que pareil, il y a des sujets. Il y a des sujets sur l'IA à aller creuser avec eux. Mais bon, pour ça, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut que les frontières soient ouvertes. Les frontières soient non, mais c'est aussi bête que ça. Hein. Là, en ce moment, les États-Unis, c'est compliqué. Hein. L'Asie aussi, c'est impossible de se rendre là-bas. Donc, on fait comme on peut. On essaie d'adapter la techno justement pour qu'elle soit plus en SaaS et avec du web marketing plutôt qu'elle soit. T'as un super site internet. Hein. Le site internet de Numalis, il fait, non mais il fait envie, t'as envie d'y aller, oui, j'arrive. Embauchez-moi. Merci. Non, mais il est bien, c'est vrai qu'il est léché, etc. C'est pas mal, c'est une belle vitrine. On a toujours essayé d'avoir un peu des visuels décalés. On travaille avec une agence de com montpelliéraine qui est assez douée sur ça. Et on leur a toujours dit, la seule directive, c'est il faut que ça soit ultra pro. Je veux que ça soit nickel. Pas chez Mickey. Voilà. Mais par contre, je veux que ça soit décalé. Je veux que les gens, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est ils sourient. Où ils ont un petit ricanement parce que c'est rigolo. Et après, il faut que ça soit pro. Quoi. Bien sûr. Mais au moins, la première impression, c'est waouh, c'est quoi ce truc? C'est génial. Je mettrai le lien du site internet toujours sur l'article sur le site de Slice. Mais c'est très réussi. On a envie de tout lire, etc. Non, c'est super bien fait. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Numalis? Et puis dans d'autres projets, est-ce que tu as d'autres projets en tête, d'autres sociétés, d'autres horizons? Il y a toujours plein d'autres projets. Ouais. Je vais devenir éleveur de brebis. Non, peut-être pas ça. Peut-être pas dans l'agriculture. On va pas jusque-là. Pas dans l'agriculture, non, mais il y a des projets dans l'orfèvrerie ou des trucs qui me passionnent comme ça. L'orfèvrerie. Oui, c'est des choses qui me passionnent. Alors vas-y, là tu t'en as trop dit. L'orfèvrerie, c'est-à-dire?
Ah bah moi ça c'est vrai, c'est une passion que j'aimerais bien à un moment donné pouvoir satisfaire, m'intéresser à tout ce qui est orfèvrerie, donc la taille des pierres et la fabrication de bijoux quoi. Et la gémologie aussi, Ouais. enfin tout ça. C'est ça, Et tu suis une formation ou Bah pas encore parce que là j'ai pas le temps. Oui, quand j'aurai du Après temps. l'école de guerre, là, on va dire. Après l'école de guerre, vu que t'as du temps pour... Voilà, mais non ouais, il y a des choses comme ça qui me Et passionnent. d'inspiration d'un type, je sais pas, moyenâgeux, moderne. C'est pas, Ah il y a non, des c'est pour types faire de d'orfèvrerie ou pour faire de la création en fait. la joaillerie. Ouais, Ok. pour faire de la création. Parce que bah, tu vois quelque part, moi je trouve le monde des bijoux, le monde des maths, Ouais. très proche. Les proportions qui sont utilisées dans la bijouterie, c'est très proche. C'est que des maths derrière en fait. La taille des pierres, c'est aussi que des maths. C'est de la physique en fait. Donc tu veux, t'as un espèce de... C'est de la créativité mêlée à une rigueur et une inspiration mathématique. Tu peux aller chercher jusque chez les Grecs, tu vois, pour les proportions et les choses comme ça. C'est des choses comme ça. Un jour, ouais, je sais que peut-être quand je serai plus âgé, un de ces quatre, ça va me péter. Je vais faire l'école des gemmes et je vais peut-être monter une orfèvrerie juste pour le fun, quoi. C'est génial. Pourquoi pas, quoi. Ah bah je reviendrai t'interviewer sur ton entreprise d'orfèvrerie. Mais Ah ouais, non, j'attends ça avec impatience. Sympa pour tout de suite. Mais ça viendra. Mais voilà, c'est des... Enfin, moi, je me dis, faut rester curieux. Ouais. Faut toujours garder des sujets à côté de passion, qu'on peut aller chercher quand on aura le temps, quand on aura l'envie et les moyens, et voilà. Et à part l'orfèvrerie, t'as d'autres choses sur ta petite liste ou beaucoup de... Alors j'ai moins le temps de le faire, mais beaucoup de jeux de rôle. Donc pareil, là, j'ai beaucoup écrit à l'époque. J'ai pas encore réussi à finaliser le truc pour le publier, mais là, j'ai pas trop le temps. Mais oui, à un moment donné, je pense que ça va revenir sur le devant de... T'as écrit quoi? Des univers de jeux de rôle. Des univers de jeux de rôle. Voilà, c'est donc avec le système de jeu qui va avec. Voilà. J'ai fait beaucoup de parties, j'ai fait jouer beaucoup d'amis sur mon univers. Après, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour le faire. Okay. Mais et puis surtout avec le Covid, on n'a pas le droit. Donc réunir des gens autour d'une table, alors, c'est interdit. Voilà, donc on va commencer par là. Faut éviter. Donc en ce moment, c'est pas très propice. Ouais. Mais oui, ça va me revenir à un moment donné. En ce moment, je me mets à une nouvelle passion. J'élève des fourmis. Voilà, tu vois, est-ce qu'il y a un nom à cette profession, éleveur de fourmis ça doit être un terme scientifique. C'est mycéo quelque chose, parce que je crois que non, c'est les champignons. Ouais. Myco. Ouais. Je sais plus. Il doit y avoir un terme. C'est donc obligé, tu élèves des fourmis pour le fun. C'est en tant qu'animal de compagnie. De compagnie. Ouais, t'as des petites fourmilières. Elles sont transparentes. Je pourrais te montrer après. Ouais. Et en gros, tu vois le nid se développer avec tout le monde qui fonctionne, qui travaille. Ouais, je trouve ça passionnant parce que c'est une espèce de petite société, voilà, où tout est... Il y a rien de... En fait, il y a personne de décisionnaire. C'est presque que de l'algorithmique, en fait. Ils ne font que réagir, mais en même temps, c'est super organisé. Et moi, je trouve ça super rigolo, tu vois. Je trouve ça intéressant, donc je me dis, bah tiens, moi, je vais élever des fourmis. Bon, après, je suis informaticien, on rigole bien avec, donc... Forcément, j'ai mis une petite caméra qui prend des photos et je me dis que je pourrais faire de l'intelligence artificielle dessus parce que je suis en train de me faire une base de données. Okay. Mais bon, ça c'est parce que voilà, je et tu publies les vidéos ou non? Alors ouais, il y a il y a un site qui s'appelle The Hunter. Ok. Donc c'est The Ant Theater, c'est la compression. Ouais. Pareil, je mettrai le lien aussi pour les gens intéressés. En gros, tu vois toutes les minutes, normalement, j'envoie une photo des nids. Et une fois par jour, t'as ce qui s'est passé hier en gros en 2 minutes. Ah non. Donc t'as la petite vidéo, tu vois, c'est journal. Previously on. Tu vois, c'est génial. T'as le résumé de l'épisode précédent de la veille, tu vois. Ok. Mais ça vit longtemps ces petites bêtes Alors une reine, ça peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Reine fourmi. Ouais. Oui, 25 ans. 20-25 ans. Bon, après, c'est dur de réussir à faire tenir jusque-là, parce que des fois, tu fais des erreurs. mais ouais, une vingtaine d'années. Et une ouvrière, je crois, c'est 3-4 ans. Ah oui, mais quand même. Ah, moi, je pensais que c'était... ça durait un mois, quoi. Enfin, ça durait... Non, c'est pas... non, c'est... C'est pas des papillons ou des machins. C'est pas des papillons. D'accord, non, okay. Ça vit longtemps, ouais. Ok, bah c'est passionnant. Donc tu vois, voilà, plein de passions autour, tout aussi variées les unes que les autres, quoi. Ouais, je vois ça. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées
sur lesquels tu aimerais revenir, insister, si on a des auditeurs qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est quoi tes petits conseils là, rapidement, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une vaste question. Ouais, très vaste. Bon, déjà, faut y aller super humble. À part si vous avez déjà eu une aventure entrepreneuriale, donc vous savez ce que c'est, mais on ne se doute pas de ce que c'est en fait. Et on le découvre en le faisant. Donc forcément, comme toutes les premières fois, c'est très excitant. Par contre, on fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, il faut s'entourer. C'est absolument capital d'avoir des mentors, d'avoir des accompagnateurs, des incubateurs, des pépinières, des coachs. Enfin vraiment, faut pas avoir peur d'y aller vraiment en mode je sais pas faire, apprenez-moi quoi. Après, il faut garder faut garder son idée en tête. Enfin, faut pas renier ses convictions, il faut pas renier ce qu'on est. La boîte, de toute façon, elle vous ressemblera. Elle sera à votre image. Parce que vous allez la structurer en fonction de vos émotions et de votre manière de faire. Donc, nécessairement, elle va vous ressembler. Donc, faut pas aller à l'encontre de ça. Et après, ouais, on peut y aller dans ce monde-là sans, je veux dire, risquer toute sa vie derrière si on est prudent. Il faut faire attention. Voilà, moi, mon conseil, c'est vous endettez pas forcément à titre perso pour ça. Ouais. Mettez pas votre bien immobilier en gage pour ça. Enfin, moi, je pense qu'il faut y aller en se disant que si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, je me serais éclaté. J'aurais appris plein de choses parce que vraiment, on apprend des tonnes et des tonnes de choses. Et ça sera pas du tout une honte sur le CV de dire que vous avez monté une boîte pendant quelques années mais qu'elle s'est crashée. Parce que le nombre de compétences que vous pourrez valoriser sera juste hallucinant. En gros, vous connaîtrez tous les rouages internes qui font qu'une boîte fonctionne, donc vous pourrez aussi bien bosser, aider un coup de main à la compta, qu'en prod, qu'au commercial, qu'en marketing, qu'en web, enfin... Donc forcément, voilà, ça va vous développer votre skill set, et ça, je pense, c'est vraiment le seul métier où vous pouvez le faire. Et à la limite, pour les auditeurs qui seraient des chercheurs ou des jeunes chercheurs, pour le coup, on a un avantage majeur quand on est un jeune chercheur, c'est qu'on est une machine à apprendre et qu'on a vraiment les capacités, alors là pour le coup intellectuelles, de digérer des volumes d'informations énormes et d'apprendre rapidement des métiers. Parce que c'est ce qu'on fait en thèse. On apprend un volume d'informations dans un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout au début, et en quelques années, on devient l'expert mondial de ce domaine-là sur une niche ultra fine. Mais on est quand même l'expert mondial qui a développé ce truc-là. Et voilà, si vous aimez apprendre et si vous êtes curieux, c'est un éternel, j'allais dire, apprentissage, l'entrepreneuriat, parce que tout change tout le temps, il faut s'adapter en permanence, il faut maîtriser 15 métiers à la fois. Et donc, du coup, c'est super intellectuellement stimulant. Et donc, n'hésitez pas parce que vous en avez les capacités. Contrairement à ce que le monde de la recherche pense, vous pouvez le faire. C'est pas du tout péché de le faire, donc n'hésitez pas à le faire, quoi. Lancez-vous. Lancez-vous en vous entourant, en vous formant et en y allant avec beaucoup d'humilité. Ouais. Ok, je pense que c'est un joli mot de la fin. Merci encore de m'avoir reçu. C'était super intéressant. J'ai hâte de voir les fourmis. Ouais. Donc on laisse les auditeurs sur ces bonnes paroles. Et puis merci. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour Numalis, pour l'orfèvrerie et puis pour tous tes autres projets. Et à très bientôt. Merci à toi et à bientôt à tous tes auditeurs aussi. Merci encore à Arnaud d'avoir bien voulu me recevoir et de s'être prêté au jeu de l'interview. Vous trouverez de plus amples informations sur le site slice-lepodcast.fr dans l'article dédié à l'épisode. Nous, on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau portrait d'entrepreneur. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt.